Salut tout le monde, ici Benoît Mercier des Mystérieux Étonnants. Ben oui, le podcast que vous avez téléchargé. Je tenais à m'adresser à vous cette semaine avant le début de l'épisode car malheureusement, lors de l'enregistrement, j'ai eu des petits problèmes de connectivité d'Internet. C'est la faute de Vidéotron, ce n'est pas la mienne, et ça fait en sorte que ma voix crépite et coupe lors de mes interventions. Heureusement, les voix de Yannick Belzile, de Trois-Bières et des Voyeurs de Vue, qui est notre invité cette semaine, et de Jake ne sont pas affectées, donc lors de leurs interventions à eux, il n'y a pas de problème, mais moi quand je parle, ça coupe et ça peut être achalant. C'est dommage parce qu'on a une super chimie, de grandes discussions sur les Turtles, Shin Ultraman. On a bien du fun. Donc, si vous voulez laisser la chance aux coureurs, je vous invite à écouter l'épisode, mais soyez avertis que lors de l'enregistrement, ça crépite et ça peut être achalant. J'ai vérifié sur toutes les différentes sauvegardes qui m'étaient disponibles, mais malheureusement, c'est vraiment au niveau du débit que ça a flanché. Je vais essayer de régler le problème pour la semaine prochaine. Je vais appeler Vidéotron. Ils sont mieux de régler le problème, en tout cas j'espère. Mais d'ici là, je vous souhaite une belle semaine et surtout, si vous prenez la chance d'écouter l'épisode, une très bonne écoute. Faites attention à vous autres. Bye bye. Émission 759. Cette semaine, Teenage Mutant Ninja Turtle, The Last Ronin. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Tarkaiju. Oui, aussi, Tarkaiju. Benoît Mercier au micro et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres, c'est Eddie de Stranger Things. Ne changez jamais. Ne changez jamais. Je vous les présente à l'instant. Le premier a une Big Jake Energy. Jake Dion est avec nous. Salut, Jake. Ben oui, Big Jake Energy. Fait que t'as écouté l'épisode de Tarkaiju. Ben oui, j'ai écouté des bouts. Je l'ai écouté moi aussi. Et je dois dire, Yannick, même je t'ai déjà dit merci en personne, c'est à cause de toi que tout l'engouement de Shin Ultraman s'est fait. Parce que oui, j'attendais le film, mais me taper tous les épisodes sur Tubi grâce à la magnifique liste Reddit que tu m'as partagée, ben c'est ça qui a fait que je suis arrivé là plein d'énergie, j'étais craqué. Bon, merci encore. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Puis on vient d'entendre sa voix. D'ailleurs, le dernier de notre invité cette semaine, lorsqu'il était jeune, il jouait avec des Turtles. Maintenant qu'il est plus vieux, il joue avec des Turtles du podcast Trois-Bières et des Voyeurs de Vue. Yannick Belzile est avec nous. Salut Yannick. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. C'est vrai qu'on joue avec les mêmes jouets qu'on avait quand on était tout petit. Écoute, si on a cette chance-là, c'est vraiment le fun quand ça arrive. Ben oui. Puis toi, tu as rencontré un de tes héros d'enfance, en quelque sorte, parce que tu as rencontré Kevin Eastman, un des créateurs des Turtles. Puis quand j'ai dit à Jake, on pourrait te parler de The Last Ronin, là, finalement, ça s'est confirmé avec toi un peu en même temps. Parfait, man. Tu as travaillé sur le jeu qui est sorti récemment sur The Tribute. Oui, Shredder's Revenge. Fait que, on attend le port de Last Ronin adapté par Tribute. Écoute, je peux pas dire que ça va se faire d'ici là, mais ça serait le fun. Ça serait le fun. Ça serait cool, hein? Regarde, là, ça fait comme. Ça va bientôt faire 2 mois que le jeu est sorti. Fait que, mettons, faire des nouvelles affaires de Turtles. Si ça arrive, ça va pas être immédiat. Mais on est très content du jeu qu'on a sorti. Là, fait que, ben oui, Colin, ça a été quoi? Le numéro 1, je pense, des ventes à un moment donné, là, au début de sa sortie? Ouais, ben on a été on a été au top des ventes de Switch, je crois, en Amérique du Nord pendant une couple de semaines. C'était vraiment le fun. Officiellement, on peut dire qu'on a vendu 1 million de copies numériques, excluant le fait que le jeu était sur la Game Pass de Xbox, mais excluant ça, on a vendu 1 million dans notre première semaine, ce qui est un... Tu sais, moi, j'étais comme, le jeu, il est bon. Le jeu, il est beau. Fait que je pense que ça va être un hit. Mais 1 million dans la première semaine hit, c'était au-delà de mon arrogance, je te dirais. Au-delà de ton arrogance, parce que, tu sais, j'ai vu à quel point tout le monde dans notre équipe travaillait fort dessus, puis je suis comme, non, ça va être bon, il est beau, ça va être bon. Tu sais, nos partenaires de Dotemu qui ont publié le jeu aussi, tu sais, ils ont tellement travaillé fort pour nous aider à rendre le jeu meilleur, puis à rendre l'existence du jeu comme connu at large. Tu sais, tout le monde avec qui on a travaillé pour que le jeu sorte, j'étais comme, tout le monde a travaillé fort, c'est vraiment bon. Fait que j'étais comme,
je ne serais pas surpris de son succès, mais il a été vraiment plus de succès que je pensais que ça allait avoir. Puis ça, c'était vraiment une belle surprise parce que justement, tu sais, ça vient d'une place vraiment sincère de tout le monde impliqué aussi. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est que j'ai l'impression que les gens ont senti que c'est un labor of love. Oui, c'est un projet, puis oui, il y a un studio qui est derrière tout ça, puis des gens qui ont des comptes à rendre, mais ça reste une lettre d'amour pour les Turtles. J'imagine que le 3/4 des gens sur l'équipe avaient déjà écouté les Turtles ou écouté les Turtles quand ils étaient jeunes. Oui, ben il y a ça, ben tu sais, aussi, c'est pour venir, mettons, tu sais, à votre épisode de Terre Kaiju, Jake, sur Shin Ultraman, tu sais, que j'ai vu moi aussi à Fantasia, tu sais, dans Shin Ultraman, tu le sens, l'amour sincère pour le matériel original, puis qui font shiner quelques affaires qui modernisent des trucs pour les faire briller davantage, mais qu'ils veulent garder aussi les parties originales qui sont charmantes de la même façon. Voir Campy peut-être aussi un peu. Voir Campy, ou tu sais, comme, mettons, juste pour parler de Shin Ultraman un bref instant, tu sais, dans la caractérisation, mettons, des personnages humains, est un peu plus poussée que le show original, parce que c'est ça que tu fais dans un truc plus moderne, tu amènes les personnages comme avec un peu plus d'humanité. Fait que, de la même façon que Shin Ultraman faisait ça, nous autres avec Turtles, on voulait comme rajouter des trucs de gameplay moderne, rajouter des trucs humoristiques ou des trucs graphiques qui ne pouvaient pas se permettre dans ce temps-là. Mais c'était vraiment fait avec beaucoup d'amour et de sincérité. Puis justement, justement, quand je viens au Mystérieux, justement, les Mystérieux généraux, on va sûrement parler de trucs qui sont rebootés ou qui sont ramenés. Puis nous autres, c'était vraiment important de le faire comme du monde, de façon qui soit pas gênante, mais surtout qu'on n'a pas à être à changer nos noms et à être et se faire doxer et se faire humilier à cause que le jeu n'est pas bon. Alors il y avait ça aussi, mais il y avait cette crainte-là. Les fameux Guy Canal là, qui sont très puissants. Ben, on n'avait pas cette crainte-là parce que tout le monde savait qu'on travaillait très fort sur le jeu, mais en même temps, le succès du jeu, c'était une très belle surprise, même si je pensais que ça allait être un certain succès. C'est notre plus gros succès commercial. Ainsi, il y a Critique. Critique, on n'était pas sûr si on pouvait compter sur cet aspect-là du succès, mais sur Metacritic, on est à 87, ce qui est très très bon. Fait que non, on est vraiment content. Moi, je suis pas un fan de beat'em up, puis j'ai trouvé mon compte parce que je suis pas allé à la puissance ou le niveau de difficulté le plus élevé. Mais en jouant, ce que j'aimais, c'est de voir tous les petits détails, les petits clins d'œil que vous avez cachés ici et là, puis des références aux anciens jeux. C'est un jeu qui est beaucoup plus profond que ce qu'il y a dans l'air initialement, là, parce que c'est plus qu'un beat'em up. Encore une fois, c'est une lettre d'amour à une franchise qui a habité les jeunes pendant plusieurs années, qui continue. D'ailleurs, c'est ça, en dernière partie de l'émission, on parle d'une bande dessinée de Teenage Mutant Ninja Turtle. Et donc, j'ai bien hâte d'en jaser. Puis d'ailleurs, juste préciser que Yannick, en dernière partie, va parler en tant que Yannick, pas en tant qu'employé de Tribute. C'est important de le souligner parce que j'ai pas envie que ça fasse de la merde. Non, c'est ça. Mais tu vas parler en tant que meilleur ami de Kevin Eastman Carter. Ouais, tu sais, mon ami personnel, mon best buddy, Big K. Ben disons, Big K, tu l'as rencontré au Comic-Con de Montréal? Oui, c'est ça. Je l'ai rentré au Comic-Con de Montréal parce que justement, tu sais, à un événement mondain qui était ta fête, Benoît, j'avais jasé un peu avec Cliff de Comic-Con, puis là, tu sais, puis même c'est toi qui avais dit, je pense qu'il l'a dit à Cliff. C'était moi qui ai dit à Cliff, hey, parlez-vous là. Parlez-vous, Kevin il est là. Parlez-vous. Lui, il a fait travailler sur Shredder's Revenge. Fait que là, on a parlé un peu, puis tu sais, la semaine suivante, tout ça s'est enclenché, puis on avait demandé comme. Hey, on va faire un panel sur le jeu. Et d'ailleurs, merci beaucoup si vous avez des auditeurs qui sont venus au panel parce qu'il y avait plein de monde. La place semblait à 80% plein, ce qui est vraiment le fun. On est venu pour parler comme de comment on a travaillé sur le jeu puis des trucs comme ça. Et justement, vers la fin du panel, Kevin est venu crasher notre panel. Il est venu, il est rentré comme « Hey, ça fait du bruit, ça! » C'était prévu qu'il fasse ça? Oui, c'était... Ben, tu sais... ça, c'est une entrée de lutte. Là. Je suis désolé. Mais tu sais, on s'était dit que ça allait arriver, mais tu sais, il aurait pu être vraiment occupé. Puis, parce que tu sais, il y avait une grande file devant sa table. Fait que tu sais, ça se pourrait qu'il n'ait pas pu venir. Fait que tu sais, moi, je comptais pas 100% là-dessus qu'il vienne, mais c'était vraiment le fun qu'il soit venu. Fait que là, il est venu s'asseoir avec nous autres. Puis on a. Ben, j'ai juste pu lui dire que je l'aimais. Aussi, par exemple, on avait des questions à lui poser parce que tu sais, lui. Il est
il était là comme quand sa création fleuri est devenue extra populaire. C'est une affaire qu'on parle comme ça. Là, Bob Kane puis Bill Finger, là, ils n'ont pas goûté à leur création. Ouais, ou... Mais eux autres, ils étaient Ouais, Bob Kane, ouais, Bill Finger. Ouais, Finger, il s'est fait montrer le finger. Là. Ouais, c'est ça. Jack Kirby, mettons. Ouais, Jack Kirby aussi. Puis, mais tu sais, lui demandait à lui, regarde, tu sais, les jeux vidéo, tu sais, quand t'étais plus jeune, toi, c'était comme Pac-Man, mais là, quelqu'un arrive au NES, puis là, il te montre TMNT1 au NES, tu sais, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis il était comme, ben, j'en revenais pas que ça existe, mais c'était vraiment cool. Puis, tu sais, puis il disait que même dans les conventions, à cette époque-là, tu sais, les gens venaient le voir, lui puis Peter, puis il disait comme, hey, le level de l'eau, il est tough. Puis là, mais c'est vrai qu'il est tough, par contre. Mais il est tough, mais il était comme, c'est pas lui qui l'a fait. Ben ça, c'est pas nous autres, ça, là. On le sait pas, là, nous autres. Fait que c'était vraiment cool d'en parler avec lui. Et, tu sais, aussi, c'était spécial pour nous parce que, tu sais, on est un studio indépendant, puis les Turtles sont comme les ultimes personnages indépendants, même si là maintenant sont la propriété de Nickelodeon. Tu sais, ils ont été un gros mouvement de cette façon-là. Fait que c'était vraiment cool comme de lui parler à lui de ça. Mais pensez à ça, tu sais, lui, on s'entend, contrairement à des créateurs comme Bill Finger où on parlait de Jack Kirby et compagnie, ils ont été capables d'en sortir leur épingle de leur jeu. Ils ont été rétribués de façon convenable. Ils continuent à l'être. Ils sont inclus d'ailleurs dans les projets. De Last Ronin, la BD dont on va parler en partie d'émission, ils ont participé à la création. Ils sont amenés comme consultants sur des nouvelles séries animées, et ainsi de suite. T'sais, lui, il n'a pas besoin d'être au Comic-Con de Montréal. Fait que j'imagine qu'il y a un intérêt de parler au public s'il est présent. Ce genre de congrès-là, c'est pas fait pour tout le monde. Puis il y a des gens pour qui tu as l'impression que c'est pratiquement une condamnation. Tu sais, des acteurs qui ont travaillé sur une série des années 80, mais là, ils n'ont plus de rôle. Fait ils vendent des autographes comme ça qui perdent leur loyer. Mais lui, il n'a pas besoin d'être là pour ça. Mais non, moi, je pense qu'il trippe encore. Comme c'était vraiment le fun pour lui. Comme si tu regardes justement dans le back matter du trade de Last Ronin, il faisait beaucoup de thumbnails puis des roughs de pages. Puis il faisait ça aussi pour les comics de IDW. Il était vraiment impliqué dans la première, comme dans les 10 premières années. Puis il est encore impliqué un peu. Lui et Tom Waltz qui ont comme fait de Last Ronin ensemble. Puis je pense que lui, mettons, les comics de IDW, il les trouve vraiment cool. C'est fun. Oui, ben regarde, moi, j'ai lu 10 ans de ce comic-là en une semaine avant que je commence à travailler sur le jeu. Parce que là, j'étais comme, OK, là, c'est de la job. Là, faut le faire. Faut y aller pour de vrai. Fait que là, je me suis assis, puis dans ma table, dans la cuisine, puis j'ai tout comicsologer ça, puis j'ai... Bon, pauvre toi, ils ont eu l'update après, puis t'étais vraiment en tabarnak. Ben, c'était il y a 2 ans, fait que c'était correct, là. Bon. Fait que c'était avant que ça devienne un foutoir. Oui, avant que ça soit de la merde. Puis, sérieux, depuis que j'ai DC Infinite puis Marvel Unlimited, j'ai pu retourner sur Comixology depuis qu'ils ont changé ça. C'est trop dégueulasse. Ouais. Mais bref, tu sais, puis en tout cas, moi, ce que je projette, c'est qu'ils trouvent ça cool aussi de travailler avec des artistes plus jeunes. C'est de continuer un peu à guider le chemin des Turtles, mais en même temps, peut-être de faire un rough de « Ah, moi, je pense que la page ressemblait à ça, mais t'as dessiné comme ça te tente. » Fait que je pense qu'il continue à vraiment triper là-dessus, puis que des trucs comme Last Ronin existent, puis que ça lui donne quelque chose de nouveau à faire signer puis à interagir avec les fans. Je pense qu'il tripe vraiment. Là. J'ai une question d'ailleurs pour Jake, qui est un créateur, qui est maintenant rendu auteur depuis Chanson Noire. Est-ce que tu serais game qu'une de tes franchises soit achetée, mais poursuivie par des auteurs différents au fil des années? Est-ce que tu penses que tu serais capable de laisser aller une franchise? Disons Oken, ce serait peut-être la chose que les gens qu'une compagnie pourrait acheter, pourrait faire une série animée. N'importe quoi. Ben même Chanson Noire, si quelqu'un veut faire ça en film, je serais partant. Là, ben oui, moi je pense que c'est ça aussi qui est brillant de comment Kevin Eastman et Peter Laird ont géré tout ce chaos, c'est de comprendre que tu fais ta BD, puis après ça, aussitôt que ça se traduit d'un autre médium, ça devient quelque chose d'autre. Fait que c'est de comprendre que
oui, le cartoon va pas être en noir et blanc, puis les Turtles vont pas décapiter du monde. Oui, ça va être plus pour enfants. Puis après ça, peut-être le film, ça va être plus fidèle à la BD. Il l'est, à certains égards. Il est très indie comme film. Là. Oui, puis tu sais, le premier film, c'est le premier issue. Hein, c'est ça. Là, c'est presque tout est là-dedans. Là. Ça finit de la même manière. Le premier issue, Shredder, il meurt. Là. Oui, dans le premier. Ouais, dans le parce premier. qu'ils pensaient pas que ça allait continuer. Puis ils sont comme, fuck. C'est tellement basé parce que, tu sais, eux autres, ils savaient pas qu'ils faisaient naître quelque chose, mais, tu sais, le Shredder, est-ce de bon design pareil? Puis comme, non, on va le tuer en premier. Pas grave, on a d'autres idées. Ça, pas évident pour se brosser dans le matin, par contre, il y a toujours un certain danger, là, mais sinon, Colin, en tant que vilain, c'est parfait. Mais une affaire que j'aimerais souligner au sujet, c'est que le peu que j'ai échangé avec, je pense que il est vraiment comme super heureux que ses créations continuent à vivre. Puis comme on lui avait demandé, comme il avait pas joué au jeu, mais il avait vu de quoi ça avait l'air, puis il était comme c'est vraiment beau. Puis il était vraiment stoked que April et Casey soient des personnages jouables. Ça le rendait vraiment heureux. Mais aussi, il est juste vraiment content que ses créations continuent puis que d'autres artistes travaillent dessus. Je me rappelle une affaire que j'ai vue à travers mon interface avec le fandom de Turtles, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent écraser ou cracher sur le dernier dessin animé Rise of Teenage Mutant Ninja Turtles. Il paraît qu'il est très bon. C'est la meilleure affaire animée avec des Turtles dedans. Là. Point de vue animation, c'est... Mais même avant, l'autre série animée qui a eu 4 saisons, quelque chose comme ça, il paraît que c'était très bien aussi. Oui, non, je pense qu'ils ont toutes leurs forces, surtout des affaires qui sont vraiment bien. Mais tu sais, comme... il disait comme il parlait à quel point qu'il aimait April O'Neil, puis comme que April soit comme leur petite sœur dans la dernière version, j'adore ça là, puis il disait faut vraiment que les nouveaux créateurs reshape les Turtles pour faire leur propre version. Puis c'est ça, en tout cas il y avait vraiment comme une belle attitude face à tout ça. Fait que c'était vraiment cool de rencontrer puis de voir que tu sais comme tu as parlé, Benoît, que des fois des acteurs, que leur carrière va pas aussi bien, c'est aussi dans les Comic-Con, tu vas rencontrer des artistes aussi qui vont pas aussi bien, que leur heure de gloire est passée, des affaires comme ça. Mais lui, il a eu la chance de pouvoir bien gérer ça, puis il est super ouvert et heureux face à ça, puis il est pas aigri, puis ça, c'est vraiment le fun. Puis, je veux pas être cynique, mais ce qui aide aussi, c'est ça. C'est qu'ils ont été compensés quand même très bien. Ils sont encore inclus dans la création de leur univers étendu. D'ailleurs, on avait parlé au Mystérieux, genre quelque chose comme 10-12 ans de ça, du téléfilm Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtle Forever, qui met en place l'existence d'un multiverse dans lequel le comic existe, que les dessins animés existent, les différentes séries d'ennemis existent. Donc, si la série des Turtles, pour vous, n'est pas la vraie série des Turtles, elle fait partie d'un multivers, puis c'est correct que c'est pas fait pour mais quel film avant-garde quand même, hein, parce pour que l'époque. c'est Spider-Verse un peu. C'est très Spider-Verse, oui. C'est sorti quoi, 10 ans avant? 10-12 ans avant, facile. Écoute, pour moi, ça commence tout avec le issue Man of Steel de Zero Hour, le tie-in de Zero Hour dans le temps de Man of Steel, où ce que Batman vient visiter Superman à Metropolis, alors que Metropolis a récemment été détruite parce qu'il y a des shenanigans de Zero Hour qui arrivent de dommages temporels. Mais l'artiste John Bogdanov, qui est un grand artiste sous-estimé de Superman des années 90, il dessine... Batman y arrive, puis il change constamment d'époque, fait qu'il est dessiné dans un style différent à chaque comme 3 pages. Fait qu'à un moment donné, il est Neil Adams, à un moment donné, il est Frank Miller, à un moment donné, il est Dick Sprang, à un moment donné, il est ici. Puis le cover de ce comic-là il est devenu un peu plus connu, que c'est juste Superman qui est entouré genre par 25 Batman, tous dessinés en style différent. Puis moi, comme tu sais, le Spider-Verse of it all, c'est de ça. Pour moi, ça commence avec ce comic-là. En même temps, Yannick, moi, je vois ce que tu dis, là, je vois le gros livre sur lequel il est marqué Zero Hour. Oh, attends, il y a un petit peu de poussière cosmique dessus, je souffle dessus comme Kodos, et c'est marqué Infinite Crisis. C'est Crisis on Infinite Earth. C'est Crisis on Infinite Earth. Attends une minute. Oh, c'est New 52. Attends une minute. C'est Rebirth. C'est ma thème à ligne éditoriale. C'est une très bonne ligne éditoriale, en fait, Benoît, mais c'est pour ça que c'est un tie-in et c'est pour ça que c'est...
Un taille. Devenez un politicien. Les pépites d'or de tout ça, c'est quand, justement, ceux qui font le comic de Superman qui sort à chaque mois, qui peuvent faire une affaire le fun, intéressante. Tout comme, je me rappelle le tie-in de Zero Hour de Superboy, c'était le Superboy post la mort de Superman. Le vrai Superboy. Connor Kent, il se bat contre le Superman Silver Age, parce que qui est un jeune Clark Kent qui est juste habillé en Superman, puis qui arrive à Smallville, puis qui est comme... Golly gosh! Non, mais il est comme... Le silo de la ferme n'est pas à bonne place. Puis mes parents, ils ont déménagé downtown, puis ils tiennent le magasin général. Comment ça se fait qu'ils sont encore à la ferme? Puis là, l'autre Superboy, il arrive, puis il le rince. Puis là, il rencontre Lana Lang, mais là, Lana Lang, c'est plus sa Betty ou sa Véronica. C'est une femme plus vieille qui est comme un peu aigrie de pas être la blonde de Superman. Puis il est comme... Voyons, qu'est-ce qui... C'est comme... Lui, il est dans la continuité de DC des années 90, puis il pense qu'il est dans un futur dark. Que tout est corrompu. Puis... Il y a un jeune homme avec une boucle d'oreille qui a le symbole de Superman sur son chest. Il y a un côte de cuir. Qu'est-ce qui se passe? Christy, il aurait fait le saut en 2019 quand on annonçait que le fils de Superman était bisexuel. Il aurait pété en gasket. Ouais. Fait que tu sais, ces histoires-là sont vraiment le fun, mais Zero Hour en tant que tel, regarde, il y a du dessin de Dan Jurgens qui est bon, mais c'est rough. Je fais des blagues, mais moi j'aime quand le comique est capable de se regarder comme ça, puis c'est pratiquement un inside joke. Et pour faire un lien avec la lutte, hein, Yannick? Oui, c'est comme sûr. Quand on fait référence à la AEW, quelque chose qui a été fait à la I, puis le monde applaudit parce qu'ils sont comme « Oh shit! C'est une référence! Ils l'ont dit! » Souvent des 10. Fait que c'est ça. Hey, on va passer aux nouvelles, messieurs. Mais je pensais commencer qu'une triste nouvelle, mais j'ai comme pas le choix de la souligner. C'est assez dense, fait que vous me pardonnez là, si je m'enfarge durant ma lecture de notes, mais il y a Nichelle Nichols, qui est l'actrice qui a été incarnée pendant plusieurs années Uhura dans la série Star Trek des années 60, qui est décédée samedi soir à l'âge de 89 ans. Et elle a eu une longue et prolifique carrière bien avant Star Trek et après Star Trek. Ce que je ne savais pas, c'est que dès 16 ans, elle avait chanté avec Duke Ellington. Et plus tard, elle a rejoint son band. Elle a d'ailleurs fait plusieurs productions et musicals au fil des années. En 61, Kicks & Co., Carmen Jones en 59, Porgy and Bess, 59, The Blacks de Jean Genet, Truck Turner en 74, c'est un Blaxploitation, Anthony et Cléopâtre en 83, c'est un TV movie, Show Dogs en 2012, qui était 2002, je pense qu'il était une genre de comédie, si je me souviens bien, Are We There Yet en 2005. Elle a prêté sa voix aux séries Gargoyles, l'Éternel. À quand le retour de Gargoyles? Je m'excuse, il faut ramener Gargoyles éventuellement, je ne sais pas sous quelle forme. Probablement de Pog. Elle a donné aussi sa voix dans Spider-Man, Futurama, son propre personnage. Elle a joué dans Hero, un personnage récurrent aussi. Et bien sûr, en 1966, le rôle qui l'a fait connaître, la lieutenant Uhura. Elle a repris le personnage aussi pour l'Animated Series. Elle a joué dans les 6 films de la franchise, les 6 premiers. Elle a été promue d'ailleurs au lieutenant Commander Uhura pour ensuite devenir tout simplement Commander dans Star Trek Wrath of Khan. Et écoutez, elle a fait beaucoup parler d'elle. Elle a voulu quitter en fait Star Trek après la première saison. Et c'est Dr. Martin Luther King qui l'a convaincu de ne pas poursuivre ses ambitions à Broadway parce que c'était une des rares représentations d'une femme de couleur à cette époque-là à la télévision. Et d'ailleurs, elle a fait beaucoup parler d'elle à cause de l'épisode Plato's Stepchildren où elle embrassait sur la bouche William Shatner. Ce que certains disent étant le premier baiser interracial à la télévision, mais ça, je suis pas si certain. Je pense qu'il y a eu quelqu'un d'autre avant, mais un de ceux qui a fait le plus parler. Et Colin, c'est un personnage qui a marqué l'imaginaire. Et même en 91, puis il n'y a pas si longtemps que ça en 91, elle a été la première femme de couleur à mettre sa marque sur en face du Chinese Theater, dans du béton, une traduction qu'on connaît. Là. Mais c'était la première femme. En 91, il n'y a pas si longtemps que ça, messieurs. Pensez à ça. Je sais qu'elle était très malade dans les dernières années. Elle est survécue par son fils, mais son héritage est encore présent. Elle sera encore très longtemps. Elle a aussi beaucoup fait de relations publiques et de trucs avec la NASA. Parce qu'elle était associée à ça puis qu'elle voulait justement être une figure publique de... Oui, il peut avoir justement des femmes de couleur racisées dans la NASA. Exactement. Puis ça, c'est vraiment, vraiment cool.
Juste pour dire qu'il y avait, je me souviens d'une anecdote, je pense que récemment on a donné un centre à son nom, mais là je m'excuse, moi la mémoire des noms, je ne l'ai pas. C'était une femme codeuse afro-américaine qui, juste à un premier coup d'œil, en regardant des papiers codes là, qui étaient percés, elle pouvait détecter les erreurs de code. C'était pour le projet Apollo. Puis, tu sais, je veux dire, ces gens-là étaient mis. Qui est hallucinant. Là. Oui, Pardon? c'est Hidden Figures. Exactement, c'est ça, Hidden Figures. Puis, tu sais, ça, c'est dans les années 60, fait qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Puis, ces gens-là avaient comme des toilettes séparées. Puis, ils étaient comme mis de côté. Fait qu'elle a été importante, Nichelle Nichols, pour briser les murs. Puis, ça a l'air évident. On se dit, ouais, mais non, pensez-y, là. Dans les années 60, là, c'est pas si loin que ça, là. Entre 1966 puis 1980, moi, je suis né. Là, fait que, il y a eu bien des changements depuis. Il y en a d'autres à faire encore. Donc, je ne sais pas pour vous si c'était l'état important. Je sais que Jake, tu suis moins Star Trek. Je ne sais pas pour toi, Yannick, si c'était quelqu'un qui te plaisait bien ou que tu aimais bien. Oui, regarde, moi, justement, je voulais parler d'un truc. Ce week-end, j'ai terminé d'écouter la première saison de Star Trek Strange New World, dans lequel, justement, Uhura est un personnage. Celia Gooding qui joue la Uhura de Strange New World, justement rendu hommage. Je me suis fait dire que cette série-là était très horny. Non. Oui. Hey. Mais c'est horny professionnel. Oui. Si t'aimes les hommes avec les cheveux noirs et blancs, poivre et sel qui font des ribs, Jake, ça c'est ton sweet spot. Parce que le Captain Pike, c'est un beau monsieur. Quelqu'un, j'ai vu que quelqu'un appelait ça comme le fuckboy de la cuisine, je pense. Non, appelez ça que l'émission est de la pornographie de compétences. Parce que c'est tout du monde qui sont hyper compétents à leur job, puis c'est le fun et c'est cool. Mais aussi, c'est plein de beaux gens. Oui. De beaux mondes qui se regardent et sont comme Mais j'ai pas détecté que tant ça, l'horniness. Dans Enterprise, là, c'en est gênant à quel point t'as l'impression que tout ce monde-là, au party de Noël, il faut checker les écoutilles parce qu'il y a du monde qui vont être cachés en train de bécoter, mais pas dans Strange New World. Il y a beaucoup d'affaires de Spock et sa fiancée. Ouais, ok, ça qui sont comme. Moi, j'adore les Vulcains parce que tout est super underplayed. Ils sont comme. Spock, je comprends que c'est au côté humain. Fait que j'ai commencé à lire des choses sur la sexualité humaine pour venir chercher ton côté. Puis là, lui, il fait juste soulever un sourcil, puis tu comprends, il est comme « Hé, tabarnak, qu'est-ce qu'il est en train de dire? » À travers juste soulever un soulèvement de sourcil. Ouais. Puis il est comme « Je ne pensais pas que tu lisais des choses comme ça. » Oui, j'ai lu des choses comme ça. C'est tout simplement logique. Puis, tu sais, c'est beaucoup c'est Étienne Forêt. Oui, c'est Étienne Forêt de Spock. Oui, c'est vrai. Bref, je la connaissais son importance aussi, puis je suis pas un tricologiste, mais j'ai absorbé une bonne poignée de Star Trek à travers les années, puis je l'ai toujours trouvé vraiment bonne, puis je trouve que la façon que le rôle est joué dans Strange New Worlds, c'est tout pour bonifier son genre d'interprétation qu'elle faisait dans la série originale, comme bien de Strange New World et fait que je trouve que c'est des vases communicants qui vont super bien ensemble. Puis aussi, justement, pour dire que justement j'ai écouté ça ce week-end, le dernier épisode, j'ai trouvé vraiment, vraiment bon. La série, dans la première saison, les épisodes qui sont moins bons sont corrects, solides. Exact. Et ceux qui sont meilleurs, il y a un certain charme, puis qui sont vraiment le fun et satisfaisant. Le dernier épisode de la saison, il est magnifique. Il y a beaucoup de candé, de continuité, puis de trucs comme ça pour le monde qui trippe sur Star Trek, mais c'est pas rebutant pour quelqu'un qui ne connaît pas ça non plus. Fait que je trouve ça vraiment optimiste et plaisant à écouter. Et tu sais, à une époque de streaming, d'épisodes qui finissent plus ou qui n'auront aucune shape, du monde qui se pointe avec notre épisode, il est 54 minutes, mais c'est 54 minutes où c'est plus long parce que t'en veux un peu plus avec les personnages, puis que la mécanique de l'histoire fonctionne bien. C'est de toute beauté, c'est bien vu. Ça se prend bien facile, ouais, c'est ça. Puis c'est aussi très épisodique dans le bon sens. Alors, je suis tête nue, mais chapeau à Strange New World. Absolument. Le seul épisode, moi, qui m'a le moins intéressé, c'est celui médiéval fantastique. Là.
Oui, mais c'était en même temps, c'était leur façon de faire comme un genre de niaiserie qu'il y aurait eu dans l'Original Series. Ça aurait été dans Original Series ou ça aurait été dans TNG dans la saison 1, 2, 3. Là. Puis, tu sais, ils font pas comme. On n'est pas au-dessus de ça. On va en faire un épisode niaiseux de ça, que les acteurs ils ont comme du fun un peu. Puis, j'ai pas capoté non plus, mais j'étais comme. C'est comme voir tes amis faire une pièce de théâtre, puis ils sont pas tant bons, mais t'es comme, vous le faites, je suis content pour vous autres. Je vous encourage, je suis là. Fait que peut-être ton gateway drug pour Star Trek, Jake. Après Buffy. Peut-être. Écoute, là, je suis dans la dernière saison de Buffy que je ne sais pas pourquoi je continue. Mais. Force-toi pas à continuer des affaires, Jake. Ben oui, là, si t'aimes pas ça, c'est drop ça. Puis là, tu sais, finalement, là, mon Dieu, qu'il y en a des affaires à écouter. Puis je suis un peu dépassé par tout ça. Là. Fait que j'ai envie de lire des livres ces temps-ci. C'est comme on a des cycles et des phases. Ouais. Fait que des fois, ça te tente de binge-watcher plein d'affaires. Des fois, t'as quand même besoin d'un petit break. Parce que, tu sais, il y a des séries qui m'intéressent au bout que j'ai même pas écoutées, dont The Boys, que j'ai écouté la première saison et j'ai capoté là-dessus. Tout le monde dit que c'est meilleur que la BD. Tu sais. Ben, la BD, c'est du... C'est du Garth Ennis début 2000. Il n'y a pas de laisse éditoriale, fait que là, ça va. Mais regarde, les amis, je pense qu'il faut qu'on se fasse un serment, nous autres. Libérons-nous du complétionniste. Pas facile. C'est pas facile, mais regarde, un show qui a 6 saisons, mi-saison 2, ça te tente plus, tu le drops. Non, je t'avouerais que j'ai fait la semaine passée, j'ai installé sur Game Pass Torchwood, qui est un genre de clone de Diablo. Là, ça se cache même pas, là, les sons sont les mêmes. Là, puis je suis arrivé à la fin, puis je suis comme, bon challenge, belle exploration, belle micro-gestion de l'équipement, j'ai trouvé mon fun. J'arrive dernier monstre, ça faisait 40 minutes que je tapais dessus, là, puis sur une ligne, disons, pensée à 10 je sais pas moi, centimètres, il y avait même pas un demi-centimètre qui était comme coupé au jeu de tabarnak. Puis là, je me suis dit, c'est le dernier, ok, c'est le dernier boss de la fin, fuck off, puis je l'ai délité, puis j'étais comme fuck you, Torchlight. J'étais fâché, là. C'est parce que j'avais du fun. T'étais full dedans. Mais j'étais dedans, j'avais du fun, c'est exactement ce que j'avais besoin. J'étais en vacances, je jouais là-dessus dans la journée. Mais quand ton dernier boss, c'est pas du challenge, là, c'est une insulte. On n'est même plus à la même place. Le power gap était incroyable. Il aurait fallu, je pense, que je fasse 3 fois le nombre d'heures que j'y avais mis juste à faire des side quests pour récolter de l'équipement puis des affaires. En passant, il y a des gens en live qui disent, il y a une personne en live qui dit qu'il y a de la distorsion sur mon micro, l'entendez-vous, ou c'est juste des fois, ça coupe un peu, puis ton image n'est pas aussi nette qu'elle a été dans le passé. On dirait plus c'est l'Internet que ton son. Il est bon. Je suis désolé. Écoutez, je vais essayer de le régler, mais ça se peut très bien aussi. La plateforme est ambivalente. Il faut dire aussi qu'elle a été... Elle est développée en Ukraine. Et depuis l'invasion, disons que c'est plus compliqué d'avoir... et on comprend pourquoi. Là. Attendez, je vais essayer de régler ça. T'as plus accès au customer support aussi facilement que jadis. Il est américain, le customer support. Mais le developer hand, il est en Ukraine. Mais en tout cas, je suis désolé. Écoutez, depuis le début de la pandémie, on n'est malheureusement pas en face de l'autre, fait que ça complique les choses. Que voulez-vous? Son couple. Bon, écoutez, ça va être ça. Je suis désolé, je peux rien faire. On t'entend très bien. OK, écoute, on va s'en prendre. On va prendre au moins une semaine comme ça. Vas-y donc, Jake, les nouvelles, ça te tente-tu de continuer? Ben oui, certain. Ben justement, je vous disais que je voulais lire des livres comme des livres d'horreur ou des livres d'épouvante. Puis dernièrement, j'ai lu un livre où, à un moment donné, je l'ai fermé et j'ai fait « Tabarnak! Calice! » Là, j'ai continué à lire, puis 3 heures plus tard, ma blonde arrive, puis elle fait que « Puis, c'est-tu correct ton livre? » Je me pogne à la tête, je suis Calice! Tabarnak! C'était les seuls mots que j'étais capable d'exprimer parce que j'étais comme dépassé par les événements. Fait que là, ça va avoir l'air d'une plug, mais ce n'est pas une plug. Je parle du dernier Patrick Sénécal, Flo, que j'ai illustré la couverture, puis je l'avais jamais lu de ma vie. Fait que, parce que normalement, quand que je fais des couvertures de Patrick, il vient chez nous, il me raconte le livre, puis là, après ça, je prends des notes, j'envoie ça. Fait que
sais, je sais toutes les punchs, je sais toute la finale, je sais Fait que tout. tu ne veux pas nécessairement lire la BD, lire le livre après. Exact, tu sais, ça t'enlève le goût un peu quand tu sais comme beat par beat qu'est-ce qui se passe. Mhm. Sauf que pour son dernier, Flo, j'étais quand même intrigué parce que le concept, dans le fond, c'est que tu lis le journal intime d'une petite fille de 8 ans. OK. Fait que c'est vraiment par sa perspective que l'histoire est racontée. Puis c'est un thriller psychologique d'horreur gore. Fait que ça va vraiment plus loin que ce à quoi je m'attendais. Puis je savais déjà qu'est-ce qui se passait un peu, là. OK. Puis, mais c'est à cause de la perspective que c'est aussi troublant. Puis moi, il y a quelque chose qui me fascine depuis longtemps, mais c'est toute la recherche qui est faite au niveau des... Puis là, j'ai pas le terme exact, je l'oublie tout le temps, là. Les gars, si vous pouvez m'aider, là. Mais c'est ce qu'on appelle maintenant, ce qu'on appelait jadis les psychopathes. Fait que Ah, les aujourd'hui, sociopathes, je sais oui. que c'est troubles empathiques, Trouble, quelque chose. ouais, c'est un spectre, là. Je pense que c'est de la sociopathie, là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Hein. Mais bref, j'ai vraiment commencé à être fasciné par ce sujet-là quand j'ai su que on associe psychopathe à tueur en série et ce n'est pas directement relié. Mhm. D'ailleurs, il y a beaucoup de psychopathes qui sont fonctionnels en société et qui sont utiles, qui sont même tu sais, fondamentalement utiles. On peut penser à, mettons, un des exemples qui me vient en tête, c'est tu sais, un chirurgien là, qui opère des cerveaux pour des enfants. Tu sais. Lui, il peut pas avoir de l'empathie pour faire « Hey, si je manque ma shot, oh mon Dieu, pauvre enfant, ah, la famille va souffrir. » Tu sais, il peut pas se permettre de penser à ça. Ouais. Ça y prend une espèce de blocage. Puis bref, de plus en plus, je m'intéresse à ça. Je check des entrevues et tout. Puis, ben, c'est ça l'histoire de Flo, dans le fond. C'est le développement d'une enfant qui est une psychopathe. Puis, comment que c'est brillant, c'est que, vu que c'est raconté de sa perspective, ben, il y a plein de trucs que tu sais, c'est show don't tell. Là. Mhm. Fait que c'est vraiment ça. Fait que, tu sais, mettons, un moment donné, elle découvre des nouveaux mots, tu sais, puis là, elle l'écrit dans son journal, ces nouveaux mots, puis là, elle dit j'ai découvert le mot mal à l'aise. Puis ça, c'est comme quand tu veux faire à semblant que tu es d'accord, mais que dans le fond, tu n'es pas vraiment d'accord. Ou, tu sais, puis là, elle essaie de vulgariser ça, mais elle dit, mais j'ai de la misère à l'expliquer, mais je comprends très bien c'est quoi que le mot veut dire, parce que les gens autour de moi, souvent, ils sont mal à l'aise. Puis là, tu fais que, oh, wow, OK. Qu'est-ce que ça nous dit sur ses interactions avec le monde extérieur, les jeux de pouvoir, comment qu'elle va naïvement contrôler les gens autour d'elle. Puis ça s'en va dans une place qu'à un moment donné, tu fermes le livre puis tu dis « Tabarnak! » C'est ça que tu disais quand j'étais allé chez toi la semaine passée, tu disais que c'était intense. Exact. Je l'ai lu en une fin de semaine. C'est ce qu'on décrit comme un page-turner. Mhm. Puis, ben bref, je voulais juste partager ça avec vous autres parce que, tu sais, on sait que, bon, évidemment, j'ai fait Alice avec Sénécal, mais ça faisait extrêmement longtemps que je ne l'avais pas lu. Puis ça m'a comme un peu, c'est ça, redonner le goût, puis faire comme, OK, c'est vrai, là, il y a des romans d'horreur fucking hot que ce gars-là a écrit. Puis je le conseille à tous. C'est de l'horreur qui est pour moi pas gratuit, puis qui est intelligent, puis qui le build-up est super bien réussi. OK. Fait qu'il y a Rappelle un le point titre. culminant, là, puis quand que ça arrive, c'est satisfaisant, puis tu fais comme wow. Rappelle le titre, Simon, Jake. Flo. F-L-O-T-S. Super. Puis c'est toi qui as fait la couverture en plus. Ben oui, ben en plus. Y a-tu des prints de cette affaire-là à vendre? Ou... Non, j'ai pas fait. Oui. Je l'ai mis sur ma boutique Etsy. Parce que c'est tout, c'est hot de travailler avec Alire, c'est que l'image nous appartient autant aux autres qu'à moi. Fait que C'est génial, on peut ça. faire ce qu'on veut, chacun de notre bord avec. Puis, fait que c'est ça. Fait que garochez-vous là-dessus, puis vous me direz que vous en avez pensé. Fait que tu peux prendre l'image à lire, puis juste mettre une canette de Coca-Cola, puis faire comme Coca-Cola tu sais, tu peux le vendre à d'autres compagnies. Là. Tu peux tout faire ça maintenant. Là.
Ouais, bonne chance. Ouais, je pense pas que j'ai. Juste aborder ta relation avec ces braves gens-là. Oui, c'est ça. Excellent. Sinon, Yannick, qu'est-ce que tu as de ton bord? Regarde, une affaire que j'ai de mon côté, regarde, on a parlé tantôt, mais je voulais juste, tu sais, dans mes notes, il est écrit Shin Ultraman 2. Yes, mais on a parlé de Shin Ultraman tantôt, mais justement, je dirigerai les gens vers l'épisode de Darkaiju sur Shin Ultraman, qui est, ma foi, bien chaleureux, puis regarde, moi, ça fait un bout que j'ai pas mis la main à la pâte question ancrage et dessin, fait que là, je me suis assis un dimanche soir, je me suis recommencé à ancrer, puis je me suis mis à ancrer en écoutant un épisode de Darkaiju sur Shin Ultraman, et c'était fort plaisant. Mais c'est un film de Hideaki Anno et de Shinji Higuchi, qui est comme la version, une remouture moderne de Ultraman, comme Shin Godzilla, qui était vraiment bonne. Alors, si ça se présente dans votre entourage, tu sais, je peux imaginer que ça va être sur certaines plateformes d'ici peut-être 4 mois, d'ici l'automne, peut-être d'ici l'hiver, là, dépendant, je sais pas comment que les films japonais sortent plus at large, qui est vraiment, vraiment bon. Mais justement, pour en parler avec Jake, si vous êtes curieux au sujet d'Ultraman et du tokusatsu en général, j'en ai parlé auparavant à l'émission, Tubi TV, tubi.tv, qui est une plateforme avec plein de belles affaires, qui est gratuite. C'est une des affaires que le week-end, si je veux découvrir quelque chose, c'est la plateforme qui recrée le mieux se promener dans un club vidéo. Hey, c'est vrai, man. J'ai pensé à ça. Moi aussi, je fais la même chose que toi. Juste comme, qu'est-ce qu'il y a là-dessus, là, surtout? Il y a du vieux art, le fun. Ouais. Il y a plein d'affaires bizarres et crunchy. Moi, je visionne beaucoup de shows de Power Rangers dans leur langue originale, des shows de Power Rangers japonais, des shows de Sentai là-dessus. D'ailleurs, j'ai écouté Zyu Ranger, qui est le Power Ranger qu'on connaît, qui est vraiment, vraiment le fun. Il y a aussi Die Ranger que je suis rendu à moitié, qui est le show d'où le Power Ranger blanc vient, qui dans ce show-là est un enfant avec un sabre qui a une tête de tigre blanc qui lui parle et qui est son sidekick. Je sais, alors, oui. Ça, c'est très charmant. Dans la version américaine, il fait la même chose. Oui, mais dans là-dedans, parce que c'est des shows pour enfants, il y a de l'air d'être présent pour apprendre aux enfants que des fois, tes parents t'abandonnent, mais ça veut pas dire que toi, t'es mauvais. C'est peut-être la faute de tes parents qui soquent. Wow. Et ça, de vouloir apprendre cette leçon-là aux enfants, je trouve que c'est bien. Tes parents ont disparu, c'est peut-être pas de ta faute à toi. C'est peut-être eux qui sont des mardes. C'est peut-être eux qui sont des mardes et tu peux être le Power Ranger blanc. Alors, des belles affaires avec des belles leçons à apprendre sur Tubi TV. Mais aussi, il y a plein de séries d'Ultraman et j'aimerais ça que la première saison, qui s'appelle juste Ultraman et Return of Ultraman, qui sont comme des deux shows, un qui est plus années 70, Return of Ultraman et Ultraman classique, sont vraiment le fun. Il y a une trentaine d'épisodes. En fait, dans les 30 épisodes, je vais aller checker ma liste maintenant, que j'appelle la Ultra Liste que j'ai partagée avec Jake. Pendant que tu fais ça, je vais juste dire aux auditeurs qui ne nous écoutent pas live que je porte un t-shirt de Darkaiju. Et donc, quand mon grand boss m'a appelé aujourd'hui sur Teams, parce que je retourne au travail ce matin, il m'a demandé, c'est quoi ça? Je dis, c'est Terre Kaiju, c'est Terre de grosses bébites, de gros monstres qui se tapochent. Puis là, il a fait comme, là, j'espère que moi, je suis pas un gros monstre. Puis j'ai fait comme, non, il est bien correct, mais tranche de vie. Si jamais vous voulez. Qu'est-ce que tu dis à ça? T'as bien rempli ton temps, Bert. Ben oui, vous avez fait ça. Après 16 ans, on pogne des trucs, des fois. C'est ça. Si jamais vous voulez écouter les épisodes d'Ultraman, les épisodes que je vous conseille sont les épisodes 14, 15, 22, 23, 34 et 35. L'original series? De la série originale, oui. Qui sont. C'est eux autres qui sont le plus proches, justement. Qui sont extrêmement, je pense que Jake, tu vas être d'accord, qui traversent le temps, qui sont comme tout de même modernes malgré leur charme rétro puis la production rétro, et qui sont réalisés par un réalisateur japonais qui a auparavant réalisé une trilogie de films japonais érotiques qui s'appelle Akio Jisoji. Puis, si vous avez aimé
dans Evangelion et dans Shin Godzilla, les compositions funky et intenses de bureau, ben ça vient de ces épisodes à lui, parce que il y avait comme pas toujours le budget pour que les décors paraissent bien. Fait que là, lui, il filmait ça en angle vraiment extrême. Et ça a été une révélation de comprendre que... Parce que quand j'ai écouté Shin Godzilla et Shin Ultraman, j'ai comme catché, genre, OK, non, ça vient pas de Anno, c'est inspiré de Ultraman. Parce que dans Ultra 7 et dans Return of Ultraman, ça, c'est vraiment resté. Fait qu'on parle de positionnement de caméra là, qui est à des places tout le temps weird. Donc, genre, mettons, c'est dans une salle de bureau, ben, l'ordinateur va prendre le 3/4 de l'écran, puis tu vas juste voir, tu sais, la tête. Deux têtes qui se parlent, où les têtes sont de chaque bord de l'écran. Mais qu'est-ce qui motive ça? C'est les restrictions? C'est quoi? C'est stylisé seulement? C'est un style artistique, mais c'était pour que chaque plan soit intéressant à regarder. Ah, OK. Puis c'est ça comme, tu sais, fait que là, t'as comme... Puis à chaque coupure, t'as encore un plan intéressant, puis des fois, c'est extrêmement claustrophobique. Des fois, par exemple, mais des fois, t'as juste deux personnes qui se parlent, mais que t'as de l'équipement de bureau qui est frame énormément, alors ça devient... un peu charmant peut-être, parce que ces deux personnes-là, ils se parlent dans l'oppression du bureau. Fait que bref, il y a beaucoup de ça. Et quand c'est le temps aussi de filmer les Ultraman qui se battent contre les monstres, des fois, il y a des plans vraiment intéressants, des angles intéressants. C'est là que ça devient vraiment... C'est des shows que, tu sais, pour en avoir écouté une batch, qui sont souvent répétitifs, malgré la production charmante qu'ils ont. Mais ces épisodes-là, et je répète, 14, 15, 22, 23, 34 et 35, qui sont vraiment comme modernes et le fun à regarder. Fait que si vous avez à juste écouter des épisodes d'Ultraman, je conseillerais comme écouter le premier pour savoir un peu ce qui se passe. Ouais. Cette série-là, puis écoutez le dernier, puis vous allez être golden. Là. Puis, parce que, tu sais, faut être honnête aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'épisodes qui datent de leur époque et qui étaient aussi un show pour enfants. Hein. Mm-hmm. Fait que, il y a des épisodes que là, t'écoutes ça, t'es comme, c'est ça que Jake dit qui est hot, là? Je suis pas sûr, là. Mais quand vous allez tomber sur cette fameuse liste-là, là, vous allez faire, OK, c'est malade mental, c'est brillant, là. Mais est-ce que c'est une liste Reddit, Yannick? Ça, c'est une. Celle-là, c'est. J'ai juste. C'est ceux qui sont réalisés par Akio Jisoji. Si tu veux bien me l'envoyer, je peux la partager sur le Discord je vais te l'envoyer. Je vais te l'envoyer parce que moi, c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Comme justement, l'épisode 35, c'est un épisode sur. Le titre, c'est Le cimetière des monstres. Ouais. Oui, ça, Jake m'en a parlé, je trouvais ça. Ouais. Fait que déjà, c'est un nom, c'est comme t'es intrigué, qu'est-ce qui se passe, puis ça donne qu'il y a comme un cimetière de monstres dans l'espace, parce que souvent, Ultraman fait juste pitcher les monstres dans l'espace. Et là, ils sont en vaisseau, le SSSP, qui est comme l'agence qui aide Ultraman, puis ils sont comme, ah ouais, ils sont comme tous là, congelés un peu dans l'espace, puis ils commencent à sont comme, ah ben... Il était détesté sur Terre, puis il se faisait pitcher des missiles. Fait que c'est la seule place qui se retrouve en paix, finalement. Et, tu sais, à minute 5 de l'épisode, tout de même élevé, mais tu peux dropper des affaires élevées comme ça aux enfants. Là, ils sont capables de dealer avec. Ça, c'est très japonais comme mentalité dans un show pour enfants, parce que, tu sais, quand Yoshi se faisait bouffer l'ami qu'il avait fait au début de l'émission par la menthe religieuse méchante de l'épisode, là, puis il disait, ben finalement, c'est parce que on va tous mourir, donc l'amitié n'est que passagère. Puis comme, puis c'est la fin de l'épisode. C'est comme, merci de m'avoir traumatisé, Yoshi. Écoute, faut qu'ils apprennent ces affaires-là, les enfants. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a des épisodes avec des trucs vraiment riches et intéressants comme ça. Fait que je vous suggère ces épisodes-là sur Ultraman. Je les répète une fois de plus, épisodes 14, 15, 22, 23, 34 et 35, qui sont vraiment charmants. Regardez ça. Sur Tubi. Sur Tubi TV. C'est gratos, c'est de la pub.
Ouais. C'est tout. Il y Ouais. a de la pub, mais bon, ça me gosse. Pas tant que ça. Non, ça dépend. C'est ça. C'est une bonne... Il y a de la crap. Il y a beaucoup de crap, mais moi, j'aime bien écouter des gens de documentaires sur Amityville. Puis comme, Ouais. Mais il y a de la crap, mais il y a aussi genre des chefs-d'œuvre. Il y a genre The Witch là-dessus, Green Oui, je Room, sais. Zodiac était là l'autre jour. Les Transformers sont là. Beast Wars. J'ai réécouté les reboots là-dessus. Des années 90. Il y a du bon stock. Moi, j'ai une petite nouvelle qui est sortie du San Diego Comic-Con. On en a parlé un peu la semaine passée, mais il y avait tellement de nouvelles qui sont sorties de là qu'on a passé à côté de celle-ci. Mais ça m'intéresse parce que ça revient, ça rejoint les années 90. Et les années 90, c'est rendu cool parce que nostalgie. Il y a eu une table ronde la semaine dernière qui s'appelait Jim Lee and Friends, où Todd McFarlane, un peu à la mère d'un Kevin Eastman, est venu comme... Il est arrivé, yo, moi aussi j'ai une annonce concernant ma création qui est Spawn, et il a annoncé qu'il a écrit le scénario d'un nouveau crossover entre Batman et Spawn, un one-shot de 48 pages qui sera dessiné par Greg Capullo. Greg Capullo qui a environ collaboré sur 80 numéros de Spawn et qui a quitté Spawn pour faire quoi d'autre? Batman avec Scott Snyder. Donc, c'est un loop parfait. C'est parfait, tant qu'à moi. Yes. Écoute, mon premier comic de Frank Miller que j'ai lu, c'était Spawn Batman, l'original. Yes, Batman Spawn. Non, attends, oui. Spawn Batman, t'as raison. Frank Miller 94. Moi, tu sais, ça fit dans une genre de vibe de Dark Knight Returns. Tu sais, c'est comme le même Batman. Mais moi, j'avais aucune connaissance de ça là, en Abitibi. Là, fait que j'avais juste ce comic-là, puis j'étais comme, oh, wow! Les gens de la ville, ils ont les meilleures affaires. Les meilleures affaires. Mais là, moi, j'ai ça. C'est coloré à l'ordinateur, c'est incroyable. Il y a des gradients. Oh, il y avait des gradients. De toute beauté. Et comme vous l'avez mentionné, il y a déjà eu un crossover. Il y en a eu en fait deux crossovers entre Batman et Spawn. Il y a eu le Batman Spawn War Devil en 94 et suivi aussi de Spawn Batman de Frank Miller et McFarlane en 1994 également. Il y avait planifié faire un troisième. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Et là, ils vont sortir le nouveau Batman Spawn numéro 1 le 13 décembre. Et ils vont republier d'ailleurs Batman Spawn War Devil le 15 novembre. Donc un mois avant, vous allez avoir un single aussi. Allez dans vos comic shops pour vous réserver une copie. Ce que je trouve vraiment malade de Todd McFarlane, parce qu'on s'entend lui-même va le dire, c'est pas le meilleur dessinateur, c'est pas le meilleur scénariste, mais c'est un gars qui est enthousiaste puis il arrête jamais. L'année passée, Spawn a battu le record du comic indépendant qui a eu le plus de numéros, avec le numéro 301 de Spawn qui a été publié. Et McFarlane a fait une entrevue récemment à IGN après sa participation à la table ronde et il a dit le comic de Batman Spawn numéro 1 sera le comic le plus vendu de l'année, le comic le plus possédé même du siècle. Et là, il a dit voici pourquoi. C'est que l'année passée, j'ai relancé King Spawn, qui fait partie maintenant de son univers étendu. Le numéro 1 a vendu plus d'un demi-million de copies. Et ça, c'est sans Greg Capullo, l'artiste, le grand artiste de Batman. Donc, il dit le comic le plus vendu de la non, pas de la décennie, du siècle. Voilà, c'est du siècle, je dis. Fait que moi, je suis comme ballsy move, Todd, mais j'ai le goût de t'encourager. Allô? Oui. Donc ça sort le 13 décembre, puis je suis allé fouiller. J'ai retrouvé sur les internets le fameux Spawn Batman de Frank Miller et Todd McFarlane, mais j'ai pas trouvé Batman Spawn War Devil, malheureusement. Je pense que c'est un comic qui a moins passé à qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez l'air d'avoir un gros sourire, surtout Jake a l'air à savoir quelque chose. C'est parce que c'est clairement juste un comic. Je veux dire, c'est des avocats qui l'ont forcé, ce comic-là. Parce que d'un côté, t'as Todd McFarlane et Frank Miller, publié par Image Comics. Puis de l'autre bord, t'as DC qui sont comme nous autres aussi, on a le droit de bord, fait qu'on va engager. Ça devait être écrit par Chuck Dixon. Puis je me souviens l'annonce que c'était ancré par Klaus Janson. Klaus Janson, ouais, pour que ça soit. Pour le peu de cred de Dark Knight qu'ils peuvent avoir. Mais tu sais, c'est surtout que. Puis c'est pas parce que ces artistes-là. Dans le bucket de Dark Knight. Là. Non, mais c'est pas que ces artistes-là sont pas bons. C'est juste que c'est pas ça le but. C'est que ces gars-là, c'est pas à eux autres l'idée de faire Batman Spawn. Fait il y en avait un qui avait full vendu, puis l'autre, personne l'a lu. Personne l'a lu. C'est quand même révélateur que. Parce qu'on s'entend, je suis allé voir sur un site qui tu peux le télécharger pas nécessairement légalement. Que même en version illégale, ce comic-là n'est pas disponible. C'est ce que je veux dire. C'est comme, même en version genre gratuite. Exact. Peut-être que les fans de ce comic-là sont juste des gens honnêtes puis refusent de le scanner.
Peut-être, oui, ça se peut très bien. Mais d'ailleurs, vous le savez, là, les gens qui suivent la continuité de Spawn, la raison pourquoi Spawn a une cicatrice d'en face, c'est dû au batarang de Batman dans son visage. Et d'ailleurs, Todd McFarlane a dit que le comic va adresser des questions laissées en pan depuis maintenant plus de 20 ans. Donc, quelles sont ces questions, mon cher Todd? Je ne le sais pas, mais je suis vendu. Arrête, tu m'as eu à Batman, Spawn, un retour aux sources, Colin. Ben oui. Les 90s, man. Je m'ennuie des 90s. Moi, je suis full down. Moi, je vais lire ça, là, je vais te Ben oui. Ben, oui. Moi, je veux qu'on lise... Vas-y. Oui. J'ai lu dernièrement... Vas-y, Ben, vas-y. Vas-y. OK. Je veux juste qu'on lise éventuellement à l'émission le crossover Spawn Wildcat de Alan Moore. Ben oui, c'est ben oui. N'importe quoi, mais c'est que je veux lire ça. Je l'ai en single, moi, ce numéro-là. C'est 4 numéros, je pense. Vas-y. C'est excellent. Puis, non, c'est ça. Moi, je suis full dedans. Là. Mais parlant de comics de la bonne vieille époque, je vais vous parler d'un comics qui ne date pas des 90s, mais qui date de 1989. Et je veux faire un shout-out aux auditeurs, auditrices des Mystérieux. Je parle d'un What If, donc c'est un single issue. Et si vous avez des singles un peu weird, un peu sortis de nulle part, pitchez-moi-les, puis je vais en parler aux Mystérieux parce que, man, j'ai capoté là-dessus. Je parle d'un comic de 89 qui s'appelle What If Wolverine Was an Agent of S.H.I.E.L.D.? Oh oui, Liefeld a dessiné ça, hein? Exactement. Fait que c'est Jim Valentino qui l'a écrit et Rob Liefeld qui l'a dessiné. Et là, je sais qu'en audio, vous ne pouvez pas voir la couverture, mais c'est le cover le plus badass de tous les temps. Wolverine, il a les yeux rouges, man, puis il fume un cigare, puis il a un gun. C'est malade dans la tête. Gun dans une main, lame sortie de l'autre. Ready to party. Oui. Exactement. Ce cover-là a été dessiné de la cocaïne, c'est sûr. Rob Liefeld était très, très jeune à l'époque. Hein? Fait que je pense pas qu'il a encore... c'était avant qu'il crée Cable et Deadpool. Là. Je parle de l'énergie. Je parle pas je suis pas en train de dire qu'il faisait de la cocaïne. C'est pas ça que je dis. Oui, OK. Mais bref, j'ai lu ça, man, avec un esti de gros smile dans la face. En gros, la prémisse, c'est que... c'est un what if, donc un univers parallèle. Puis c'est qu'après le fameux fight de Wolverine contre The Hulk et Wendigo, Nick Fury vient chercher Wolverine au lieu de Charles Xavier. Puis il dit, viens, on a besoin de tes habiletés spéciales à S.H.I.E.L.D. Wolverine fait comme, moi je travaille pour personne à part le gouvernement du Canada. Département H. Puis X-Force, puis X-Men. Peut-être X-Factor, puis les Avengers, puis les Defenders des fois, puis Sword. Fait qu'il dit, mais je suis game de vous aider juste one shot. Fait qu'il l'amène dans le repère de S.H.I.E.L.D. et Fury explique qu'il y a des traîtres à même leur équipe. Puis c'est des espèces d'androïdes qui se font passer pour des agents de S.H.I.E.L.D. Fait qu'il est en train d'expliquer ça à Wolverine devant Black Widow et Dum-Dum, le second de Nick Fury. Puis là, Wolverine demande, puis là, si j'y trouve, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec eux autres? Puis comme, je veux que tu les exécutes. Puis là, il sort ses griffes, puis il coupe la tête de Dum-Dum en deux. Puis t'es comme, wow! Puis là, on voit que c'est un cyborg, puis il est comme, je suis content que tu m'aies dit ça. Fait que là, il commence à une chasse, puis il tue genre comme la moitié de S.H.I.E.L.D. à lui tout seul, avec Black Widow, puis il mentionne en 45 minutes. Tu sais, c'est comme un carnage total. Puis là, Black Widow est comme, t'es vraiment hot, on aurait besoin de quelqu'un comme toi dans l'équipe. Puis il fait que, ah ouais, puis toi, t'aurais besoin d'une coupe de cheveux. Puis il sort ses griffes. Et... La fois d'après qu'on la voit, elle a les cheveux courts. Jake, Wolverine coiffeur. Jake, combien de fois dans cette aventure-là, Wolverine mentionne son sens olfactif pour spotter les robots? Il mentionne au moins... en fait, il dit plus souvent I'm the best at what I do and what I do isn't very nice. Ça, il dit genre 4 fois. Parce que récemment, j'ai réécouté la première saison du dessin animé de X-Men, puis j'ai lu une couple de vieux X-Men, puis
on oublie à quel point, mettons, Chris Claremont aimait ça écrire Wolverine, il le sent. Puis là, il sait qu'il y a quelqu'un qui est une fraude. Ben oui. Mais là, c'est écrit par Jim Valentino, ce qui m'a vraiment surpris aussi. Tu sais, à l'époque, là, Valentino il faisait Guardian of the Galaxy, puis c'était pas mal ça. Fait que bref, je continue l'histoire. Après d'avoir réussi sa mission, Fury explique écoute, t'es vraiment fiable, on aurait besoin de quelqu'un comme toi. Puis il dit ouais, mais là, je vous aime bien moi aussi, mais je travaille pour le département H. Puis ça, je peux m'occuper de ça, il n'y a aucun trouble. Et voilà, c'est fait d'un claquement de doigts. Fait que là, Wolverine est rendu pour S.H.I.E.L.D. Il se fait visiter par Xavier, qui dit hey, on t'a spoté, on aurait vraiment besoin de toi dans notre équipe, les X-Men. Moi, je travaille pour personne à part S.H.I.E.L.D. Encore une fois, la logique de Wolverine est so-so. Mais il dit mais je t'offre un deal, par exemple. Je vais utiliser les ressources de S.H.I.E.L.D. pour, genre, surveiller les mutants puis protéger ton école. Fait que là, t'es comme, c'est intéressant. Finalement, il se passe une autre aventure. Tout ça, c'est dans un single issue. Hein? Ouais. Il se passe une autre aventure et Nick Fury meurt tragiquement. Et les pouvoirs suprêmes de Nick Fury en tant que Head of Agents of S.H.I.E.L.D. retombent sur Wolverine. Fait que c'est Wolverine qui devient le Headmaster de S.H.I.E.L.D. et qui se sert de ses pouvoirs pour protéger les mutants, pour sortir Senator Kelly, pour empêcher le Mutant Administration Act. Registration Act. Et bref, à cause de Wolverine, les humains et les mutants peuvent enfin coexister sainement ensemble. Fait que c'est comme... Je m'attendais pas que ça finisse bien, mais c'est une super belle fin. C'est weird parce que souvent, me semble qu'une habituellement, la tradition de What If, c'est de faire comme ceci n'est pas la continuité de Marvel habituelle, alors tout se finit de façon terrible. Exactement. Comme, si tu veux un livre pour voir Spider-Man mourir cruellement constamment, tu lis What If. Exactement. Fait que ça sort de la norme, là. Et voilà. Puis c'est ça qui m'a surpris, en fait, parce que tu t'attends que ça finisse tragiquement. Et là, après ce numéro-là, il y a un bonus et il y a une page de plus qui est What if Aunt May was a mutant with claws? Quoi? Why not? C'est juste une page et c'est Aunt May qui prépare un souper à Peter Parker et Mary Jane. Puis là, eux autres, ils mangent ça, puis ils sont full contents. Puis là, elle dit, bon, puis là, voulez-vous un petit thé, puis un dessert? Puis ils sont comme, ben non, on s'en allait à un show, il faut vraiment qu'on parte vite. Puis là, elle a comme la tarte au chocolat ou je sais pas à quoi. Là. Elle l'a dans les mains. Puis elle fait vous partez pour vrai? Elle dit ben oui, on veut pas manquer le show. Il faut qu'on y aille vite. Puis là, elle sort les griffes en dessous de leur gorge, les deux. Puis elle dit mais je serais vraiment déçu si vous partiez sans manger votre dessert. Puis là, il fait oui, finalement, on a faim. Là. C'est bon, on va rester ici. Puis anyway, il annonce la pluie. Puis sûrement que le show, ça va être de la merde. Fait que ça nous fait plaisir, Aunt May. Et ça finit avec Aunt May qui fait un petit clin d'œil. Puis j'arrive pas à avoir fait Imaginez la X-Men Animated Series des années 90 où t'as dans la séquence où Wolverine saute sur je sais plus quoi, là, il détruit un Sentinel, mais c'est Aunt May à la place. À part les chevilles pour ça, je pense. Ben tu vois. Non, je pense que c'est vrai. Ben, bref, j'ai capoté sur... puis je veux d'ailleurs remercier Mathieu Piché-Larocque à Carleton-sur-Mer en Gaspésie qui m'a offert ce numéro-là. Et si, comme je vous dis, si vous êtes un auditeur qui a des single issues un peu weirdo, un peu champ gauche, pitchez-moi ça, puis ça va me faire un plaisir parce que c'est pas long, puis il y a beaucoup de contenu, puis je trouve que c'est le fun à parler au mystère. C'est cool, ça pourrait être un de tes segments, c'est Jack. Ben oui, exact. Ben ouais, ça, c'est le fun parce que récemment, à un moment donné, cette semaine, c'est une affaire que j'ai faite comme. Je googlais comme. C'est quoi les meilleurs stand-alone de Marvel puis DC, ou juste les meilleurs des stand-alone, puis là, j'avais comme une grosse liste, puis j'en ai checké à travers les deux apps, puis il y a tout de même des affaires vraiment intéressantes et vraiment le fun. Tu sais, on aime tout ça, des méga story arcs qui se lient ensemble, mais tu sais, comme un bon single issue contenu, là, c'est tout de même assez merveilleux. Là, c'est satisfaisant aussi de lire l'expérience avec le single.
Ben oui, Ouais, que tu sais aussi que. Mettons que t'aurais été une personne qui fait juste lire des Avengers, puis que là, t'as un bon single issue de juste X-Men, puis t'es comme, oh shit, c'est un bon sample de c'est quoi les X-Men, fait que là, je peux le lire, puis je peux rentrer là-dedans après ça. C'est vraiment nice, là. Les What If étaient spéciales pour ça. Il y avait des propositions des fois qui étaient comme, ah, ouais, je me demande je me demande comment ça aurait viré. C'était comme Storm qui pogne le pouvoir du Phoenix ou... Exact. J'en ai 2 autres ici qui étaient dans le même cadeau que Mathieu m'a offert, que je vais probablement lire dans le futur. Il y en a un qui c'est What if Wolverine battled Conan the Barbarian? Très bon, Parce très bon. que Conan appartenait à Marvel pendant une Très intriguant. Et celui que j'ai le plus hâte de lire, c'est What if Wolverine was Lord of the Vampires? Et sur le cover, on peut le voir en train de mordre Jean Grey et Phoenix. Punisher qui est derrière Punisher. avec 2 guns Ça, c'est 90 en tabarnak, ça. et un lance-roquette dans le dos. Fait que on Si sait t'es pas. un ado, tu vois ça à tabagie, c'est très difficile de résister. Oui. Exactement. Exactement. Ça vient te rejoindre pour plusieurs raisons. Voilà. Wow. Fait que bref, j'ai bien du fun, puis je pense que ça va être un petit segment qui va revenir une fois de temps en temps. C'est bon, ça. Excellent. Vas-y donc, Yannick, est-ce qu'il te restait quelque chose, toi? Il y a, ce matin, à Good Morning America, il y a eu un trailer pour Andor, Yes. qui est le prochain show de Disney+, de Star Wars, qui est, je pense qu'il va être comme 12 épisodes, qui est... 12 épisodes, je crois, oui, tu as 12 raison. épisodes, oui, qui est écrit puis showrunné par Tony Gilroy, qui a écrit les bons films de Bourne Identity et plein d'autres choses, puis qui a aussi travaillé sur Rogue One. Là, tu sais, je peux pas dire que moi, j'ai aimé Rogue One tant que ça, mais j'aime Diego Luna, puis j'aimais un peu la vibe générale de Rogue One. Ouais. Fait que je peux pas dire que l'idée de ce show-là, de me vendre le backstory de Cassian Andor, m'intrigue tant que ça, mais ce qui est proposé, semble être un show armé espionnage dans l'univers de Star Wars, qui semble être beaucoup tourné aussi à l'extérieur, qui n'est pas dans le volume, puis toutes les affaires de Mandalorian, puis de Boba Fett dans le même endroit. C'est très intriguant. Je trouve que ça a l'air le fun. Il y a Stellan Skarsgård aussi qui est dedans, qui est un personnage torturé. Forest Whitaker revient dans le rôle de Saw Gerrera. Je trouve que ça a l'air intriguant. Moi, je suis quelqu'un que, tu sais... j'ai été surpris à quel point Obi-Wan était fréquemment faible comme show. Ouais. Puis, pas que là, je suis comme « Ah, mon Dieu, ça, c'est sûr que ça va être bon. » Mais je suis intrigué par un show de Star Wars qui a de l'air différent, puis qui a de l'air bien filmé dans une facture différente, assez pour... donner une bonne chance pour les premiers épisodes. Là. Surtout, le ton est très particulier parce que là, on parle de la deuxième bande-annonce. La première était correcte, mais celle-ci est très intrigante. Ça semble être beaucoup une histoire d'espionnage, de politique, les rouages de la création de la rébellion. Tu sais, en tant que fan de Star Wars, c'est le genre de choses que je veux bien voir. Puis anyway, je suis déjà abonné à Disney+, donc ils vont pas me perdre d'ici là, c'est certain. Puis visuellement, la série est assez poussée. Je suis aussi très déçu en y repensant à Obi-Wan, à quel point scénaristiquement surtout, c'était pour moi, je dirais pas un échec, là, je trouve que c'est des mots qui sont durs, mais je m'attendais un peu plus pour une série produite par un empire comme celui de Disney. Mais Andor, ouais, je suis bien intrigué. On n'a pas eu notre personnage préféré, par contre, dans la bande-annonce, Yannick. Notre boy Babou Frick n'est pas là. Babou Frick n'est pas là. Mais regarde, mais peut-être qu'il y a Babou Frick. Tu sais, on sait pas il a quel âge vraiment, fait qu'il est peut-être très jeune dans Rise of Skywalker. Même s'il a l'air très rempli d'expérience et gris de la vie. Regarde, c'est facile d'aimer Bébé Yoda, mais aimer Babou Frick, oui, c'est les connaisseurs, les connoisseurs. Il faut mettre de l'effort. C'est comme un vieux fromage. Oui. Prime abord, tu fais comme, pas sûr. Mais une fois que tu y as goûté, cannot go back. Hein, c'est ce qu'ils disent. Une fois Babou Friqué, pas de retour en arrière. Pas de retour en arrière. Qui, guys? La petite... Mais là, c'est Babou Frick.
Come on! C'est grâce à lui. Hey! Un pirate, un véritable hacker, pirate. un freedom fighter. Ah, le dernier. J'ai un... Oh, attends, Yannick va te le montrer parce qu'il fait partie de son encyclopédie qu'il avait amené jadis au Mystérieux Étonnant. Tu vas voir. Et on peut s'en acheter un maintenant, d'ailleurs, au parc d'attractions de Disney. Un baboufric réplique de coûter des yeux de la tête. Écoute, c'est très difficile maintenant de se pogner un passeport au Canada, mais si c'était... Moi, j'ai déjà le mien, mais si j'avais... Faut que tu aies un passeport pour t'acheter un petit baboufric. Best believe que je vais aller faire ça. Là. Faire la file pendant 12 heures pour pogner un passeport. Ça va juste être aussi long que moi qui feuille à travers mon... Prends ton temps. Si c'est pour faire découvrir le fric à un nouvel auditeur, ben à Jake, dans ce cas-ci. Un nouveau fric fan. Là. Un fric fan, c'est ça. Et je pense que ça vaut la peine qu'on attende. Mais il est tout petit aussi, il est caché dans un grand livre de référence. Ouais, c'est ça. C'est pas facile à trouver. C'est un véritable petit Mais il est dans quel film? Il est dans le dernier. Il est dans Rise of Skywalker, le pire film. Le Rise of Skywalker. Okay. Une des pires affaires. C'est lui qui efface les mémoires de C3PO pour avoir accès à la map qui mène à la planète de la fin. Baboufric. Boy! OK. Check. Vois-tu? Ben, C'est comment il est fier. Ben oui, c'est ça. Il est comme à mi-chemin entre une créature de Star Wars, Jake, et un des gobelins dans le labyrinthe. Tu sais, on se souvient pas que la première saison de Mandalorian puis Rise of Skywalker se sont pratiquement chevauchés en termes de release et oui, c'est vrai. Grogu a éclipsé notre boy Babou, mais regarde, nous autres on l'aime là. Babou forever, man. Babou dire, forever. Dans le livre, le dictionnaire visuel de Rise of Skywalker, qui est T'as ça d'ailleurs. ben parce que il y avait des photos de Rey dedans. Mais parce que j'aime parce que c'est des encyclopédies de world building dans le fond. Puis vu que ça fait partie un peu de ma job de jeux vidéo, je suis intéressé. Puis aussi, je trouve que c'est vraiment le fun à lire parce que tu vois tout le détail puis le backstory qu'ils créent pour des trucs qui apparaissent dans une fraction de seconde dans dans un film. Ils vont te parler comme des minerais qu'ils trouvent sur une planète, puis c'est pour ça que ces vaisseaux-là sont là. Puis moi, c'est le genre d'affaires qui me plaît énormément. Mais je te dirais que même dans ce livre-là, il y a beaucoup d'affaires qui, comme dans Rise of Skywalker, c'est juste décrit comme I guess que ça existait finalement. Ouais. Tu sais, versus d'autres livres pour d'autres films qui sont comme oh, ce personnage-là, il est là parce qu'il a grandi en cet endroit-là et le climat l'a créé ainsi. Il y a un auditeur qui souligne, Fitz, qui dit que Baboufric apparaît dans la bande-annonce de Mandalorian saison 3. Je te corrige, plusieurs Baboufric apparaissent dans la bande-annonce de Mandalorian saison 3. Donc, écoute, est-ce que c'est notre Baboufric ou c'est sa famille? C'est savoir. Regarde, je vais me renseigner là-dessus sur mon site de ressources préférées, Frikipédia. Frikipédia, man. Ouais. Tout pour votre source de Baboufric, Frikipédia. Ouais. Hey, j'ai une dernière petite nouvelle qui fait un peu un pont à une obsession que Jake a et qui, moi, me terrifie. Jake, j'imagine que tu peux deviner le jeu qui m'a fait pitcher ta manette de PlayStation jadis. Oh oui. Quand tu habitais dans le sous-sol de la dépression, comme on l'appelle. Oui. Je parle de PT, démo pour un jeu de Silent Hills qui n'est jamais sorti. Malheureusement, un projet avorté qui allait réunir Kojima. On a Guillermo del Toro et le super homme sexy de Walking Dead, là, dont le nom m'échappe. Norman Reedus. Yes. Finalement, le projet est abandonné. PT pour Playable Trial. Playable Teaser. Teaser, voilà. C'est un teaser, en fait, extrêmement épeurant. Pour les gens qui ne savent pas, là, c'est un teaser dans lequel tu te retrouvais dans un corridor. Et c'est un corridor que tu devais franchir sans cesse. C'est comme une loupe. Ce qui, moi, me terrifie, le concept d'être pris dans quelque chose pour toujours. Là, je trouve ça absolument effrayant. Et on pouvait rencontrer un joli esprit d'une madame qui est morte dans la maison où on est et qui avait le don de te sauter d'en face quand tu t'y attendais pas. Puis le jeu, finalement, comme j'ai dit, a été abandonné et le démo a été retiré éventuellement du PlayStation Store. Mais il y a des gens qui ont gardé le démo sur leur PlayStation et ont revendu leur console au prix parce qu'il y a des gens qui sont vraiment fans. Et il y a eu des initiatives ici et là sur Internet pour recréer PT, essayer de faire des petits jeux dans l'esprit, dans la veine de PT. Et là, il y a un mode qui est disponible, plus ou moins officiellement. Ça a été rapporté par PC Gamer. Il y a un mode qui vient avec Halo Infinite, qui s'appelle The Forge.
ça existe depuis un moment, mais de Forge, il y a une nouvelle version qui va être disponible bientôt. Et dans la plus récente version d'une campagne coop, tu peux faire une passe-passe puis avoir accès à la nouvelle version de Forge. C'est un éditeur de niveau. Donc, les gens qui veulent faire ça du modage, de faire leur premier niveau. Et il y a un gamer du nom de Death Templar pour prouver la versatilité du modèle. Il a refait PT en partie sur Forge. Donc, en ce moment, vous pouvez aller télécharger le mode si vous voulez. Je crois qu'il est disponible. En tout cas, il va continuer à travailler dessus, mais il y a des vidéos, en tout cas, à tout le moins, qui sont disponibles sur Internet où on l'a vu et en peu de temps, il a refait PT. Les modèles, l'atmosphère est là, les décors, les textures. OK, le personnage qui est de ta caméra a un gun, celui de Halo, mais ça change tout pareil. Hein? Ça change quand même, ça change le ton un petit peu. Mais donc, ça sera, j'imagine son objectif est de le développer. Mais par contre, si vous voulez vous-même utiliser la nouvelle version de Forge, il faudra attendre septembre parce que 343 Industries, qui est le créateur de Halo, vous dit si vous débloquez par le bug le Forge, et on s'en aperçoit, on va vous bannir. Attendez un petit peu, mais éventuellement, ça va être fait. Moi, en ce moment, je suis obsédé par un gars qui est en train de faire un remake remastered HD de Hit and Run sur le fameux jeu à la GTA des Simpsons. Ouais, qui était disponible, entre autres, sur PlayStation 2. Le gars, c'est un programmeur, c'est un développeur, je crois qu'il est british. Il a trouvé une partie du code du jeu. Il est en train de le remaster. Donc, il fait des capsules d'environ une vingtaine de minutes chaque. C'est super hot, c'est vraiment intéressant. Malheureusement, il ne veut pas distribuer le jeu, il veut juste comme le refaire pour le trip. Ouais. Mais c'est fascinant de le voir aller. Et ouais. Donc, si ça vous intéresse, éventuellement un mode de PT peut-être de retour. Et je vais partager le lien sur la page Facebook des Mystérieux cette semaine pour le remake de Hit and Run des Simpsons. C'est captivant à regarder. Vraiment captivant. Cool. Yes. Est-ce que vous avez un truc à rajouter? Pas pour moi. Excellent. Oui, pour les gens qui écoutent live, là, je sais que ça griche là, quand je parle, mais il n'y a rien que je peux faire. Donc, je vous le dis, je suis désolé, mais ça sera ça pour cette semaine. On va prendre une petite pause d'abord et on va revenir avec le sujet de la semaine. Mais juste avant, je vous invite à aller contribuer à notre Patreon. C'est ça qui fait en sorte qu'on est capable de garder les lumières allumées chez les Mystérieux Étonnants. Et on vous donne, grâce à votre contribution, des petits cadeaux. Donc, allez sur mystérieuxétonnants.com. En haut à gauche, il y a un bouton Faire un don. Vous cliquez là-dessus. Ça vous donne accès à la plateforme Patreon. Et donc, pour l'équivalent d'un café par mois, puis je ne parle pas d'un café de Starbucks là, qui vous coûte 7$, je parle d'un petit café cheap filtre de votre job à laquelle vous êtes forcé de retourner depuis maintenant le début, ou plutôt la fin de la pandémie dans laquelle nous sommes encore. Donc, vraiment un café cheap, là, tu sais. Un café de, tu sais, re-bienvenue à la job. Re-bienvenue à la job. Donc, c'est ça. Vous allez sur mystérieuxétonnants.com, cliquez là-dessus. En échange de vos contributions, on vous donne accès à Bifurcation. En ce moment, on fait un cycle dédié à les frères Cohen. On a parlé de Mudsucker Proxy la semaine passée. On est arrivé à Fargo. Mudsucker Proxy, j'ai capoté. J'ai vraiment aimé ça. Première fois que je l'écoutais. Et vous avez aussi accès à Terre Humaine Cheese d'Or, un podcast dédié à la télésérie québécoise Terre Humaine. Et aussi, vous avez accès au Discord des Mystérieux Étonnants où, durant la semaine, on échange des trucs, on écoute la lutte le dimanche, on écoute des fois des films, on partage des articles, on discute. C'est comme l'Internet, mais sans trou de cul. Ça fait du bien. Donc, c'est super facile. Si vous voulez vous abonner pour un mois, arrêtez, recommencez. D'ailleurs, j'invite les gens qui ont donné le mois dernier, juste pour un mois, de considérer de nous encourager encore ce mois-ci. C'est grâce à vous qu'on est capable de continuer. Et voilà, c'est tout. Vous faites en sorte aussi que les Noël chez Zor existent et Terre Kaiju existe, avec le dernier épisode qui s'appelle, qui est dédié à Shin Ultraman. Yeah. On est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, Amazon Music, Facebook, Twitter, Instagram et mystérieuxétonnants.com, bien sûr. On revient dans quelques instants avec The Last Ronin. C'est un BD de Teenage Mutant Ninja Turtles. Vous écoutez les Mystérieux Étonnants, on va parler maintenant du sujet de la semaine. Et cette semaine, c'est une bande dessinée Teenage Mutant Ninja Turtles, The Last Ronin, écrit par Kevin Eastman, Peter Laird, comment vous le mentionnez? Laird. Et dessin... Il y a plusieurs personnes qui contribuent, de Tom Waltz. C'est publié chez IDW Publishing. On vous rappelle qu'en dernière partie d'émission, on spoil. Donc, si vous n'avez pas vu la bande dessinée, si vous ne voulez pas être spoilé, faites pause, revenez après votre lecture. Sinon, vous êtes avertis. Rapidement, c'est un 5 numéros publié
je pense que c'est un 5 numéro qui a été commencé à publier en 2020, qui vient de se conclure récemment. On est dans un futur où les Teenage Mutant Ninja Turtles ont été éliminés un par un, à part le dernier, Mikey, qui est maintenant appelé Mike, The Last Ronin, qui décide de retourner à New York, un New York contrôlé par la descendance de Shredders, avec les armes de ses frères déchus. Et il va s'allier des derniers... un genre de New York. Pensez à, tu sais, le film avec de Carpenter, avec New York, justement. Escape from New York, d'un futur despotique. Il va se lier d'amitié avec April O'Neil, qui est maintenant plus âgée, qui a une fille, Casey Mary, qui est à la tête de groupe de Freedom Fighters, donc des rebelles. Et donc, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Moi, je vais dire en partant, on va faire le tour de table là, vraiment rapidos, mais je vais commencer que j'étais très nerveux parce que Jake, tu m'avais dit que tu n'avais pas aimé ça initialement, puis tu avais arrêté tu n'avais pas aimé ta lecture, genre, je pense. C'est pas ça que j'ai dit. En tout cas, tu me corrigeras tantôt, là. Mais donc, tout ça pour dire que j'étais appréhensif, mais j'ai trouvé mon compte, puis j'ai eu du fun. La BD, pour moi, très inégale par moment, autant au niveau du dessin que le scénario. Mais au final, j'ai trouvé ça full très cool. Puis j'aimerais ça voir un film de ça ou un jeu vidéo de Last Ronin. On va y aller avec toi, Jake. Qu'est-ce que tu as dit? Non, c'est que j'ai pas dit que j'avais pas aimé ça. C'est que j'ai dit que c'était correct, mais que j'avais beaucoup de la misère à la lire parce que j'ai un rapport trop proche de cette BD-là. Puis tu sais, je vais te donner un autre exemple. Là, c'est que tu sais, à un moment donné, j'étais supposé faire partie d'une anthologie de BD, puis j'ai pas été accepté. OK. Fait qu'après ça, tu peux pas le lire. Parce que, tu sais, chaque histoire, t'es comme, ah, ben ça, j'aurais pu faire mieux que ça, ou ça, j'aurais pu... Tu sais, fait que c'est un peu ça mon rapport avec cette BD-là. Mais pour les gens qui le savent pas, tu peux t'expliquer pourquoi t'es proche de cette BD-là, parce que sinon, c'est... Ben oui, voilà. Donc, il y a Belle Lurette, j'ai fait un pitch de BD des Teenage Mutant Ninja Turtles que j'ai hand-delivered moi-même à Kevin Eastman, et qui parlait, en fait, du deuil, de perdre des amis, perdre des frères, puis comment on se remet de ce deuil-là. Et c'est, dans mon scénario à moi, c'était Michelangelo qui était mort, et les trois autres ne se parlaient plus, ils étaient dissous. Et c'était un peu la relation familiale, comment se retrouver à travers la perte d'un être cher. D'accord. Puis ça se passait dans un futur à la Blade Runner. Et il y avait Raphaël qui était un vigilante puis qui portait un truc par balle. Et il y avait Leonardo qui était seul comme un Ronin au Japon. Et il y a plein d'affaires de même. Donc, là, pour que ce soit très clair, je ne pense pas que Kevin Eastman a volé mon idée ni mon scénario. J'implique pas ça du tout. Je me demande même s'il l'a lu. Mais c'est juste que mon regard personnel, c'est sûr que c'est un petit peu trop proche de ce que je voulais faire. Fait que j'ai eu de la difficulté à lire. Ceci étant dit, il y a full d'affaires que j'ai adorées. Puis il y a full d'affaires qui m'ont un peu laissé plus tiède. Mais j'ai pas détesté ça. Là. OK. J'ai mal compris ce que tu as dit. On va passer à Yannick, puis on va rentrer plus dans la BD en détail après. Vas-y donc, toi, Yannick, ton appréciation générale. Ben moi, j'ai beaucoup aimé ça. Je trouve que Last Ronin vient vraiment c'est une suite véritablement comme, tu sais, cohérente avec l'esprit des comics originaux de Eastman and Laird. Tu sais, ils remettent des idées qui font partie du canon des Turtles après toutes ces années, comme tu sais, April est dans un genre de jumpsuit jaune dans cette histoire-là, mais sinon, tu sais, je trouve que c'est vraiment cohérent avec ce qu'ils ont créé jadis et ils créent une fin le fun pour leur version des personnages. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment le fun, puis poignant par bout et vraiment émotionnel. Je te dirais que, cependant, comme je trouve que l'art de la première partie, c'est pas le même artiste pour le reste et ça me plaît pas autant que la première partie.
je dirais, l'art qu'il y a là-dedans. Et je trouve aussi qu'il y a beaucoup de redites dans l'histoire. Il y a beaucoup de Michelangelo qui devient le sensei de la fille de Casey Jones et de April, Casey Mary Jones. Puis, il y a beaucoup de « T'es pas prête! Faut que tu m'écoutes! Je suis ton sensei! » Puis, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup aussi quand on voit qu'est-ce qui est l'ultime destin des Turtles et de Splinter. Je comprends qu'ils veulent donner de la place à la conclusion de tous ces personnages-là puis de Casey Jones, mais ça devient tout de même un peu répétitif, même si je veux voir le destin de tous ces personnages-là. Fait qu'il y a un petit peu de ça. Il y a aussi, je trouve, que le méchant, il est comme juste là. Tu sais, il est beige un peu. On est dans un futur, justement, Blade Runner-esque, mais encore plus oppressif, Dark Knight Returns, qui est cool, mais que ce soit le fils, le petit-fils de Shredder qui gère tout ça, il n'est pas assez un personnage qui pop assez pour cette histoire-là, à mon avis. On sait que c'est un despote, mais on le voit rien faire à part chialer pendant 5 numéros. On le sait qu'il est méchant parce qu'on nous a dit qu'il était méchant. Mais sinon... Puis lui aussi, il dit souvent qu'il est méchant. Oui, il veut que tu le saches là, qu'il est méchant. Moi, je pense que ma plus grosse difficulté avec la bande dessinée, c'est l'art. Il y a des moments, surtout quand on est au Japon, on a utilisé d'autres artistes pour représenter d'un autre style complètement différent ce qui s'est passé avec, je pense, c'est Donatello et Splinter, quand ils se sont rendus au Japon pour essayer de pouvoir signer un acte de paix avec le clan d'où vient le petit-fils de Shredder. Mm-hmm. Et j'ai trouvé que l'art était superbe, très dynamique, peut-être un peu trop coloré à mon goût, mais tu sais, ça avait quand même du torque. Et j'aurais souhaité une approche similaire, dans le sens plus soigné au niveau de l'art pour le reste de la bande dessinée dans son entièreté. Parce que ça donne l'impression, quand tu lis un trait de Last Ronin, que c'est une bande dessinée qui n'est pas aboutie. Et je sais que la sortie a été compliquée, il y a eu des délais, il y a eu des problèmes au niveau de la distribution. Ça sent étrangement dans les pages et j'aurais préféré qu'on prenne le temps d'avoir une équipe créative qui est la même, qui est fixe, qui est tight, qui est forte, pour appuyer cette histoire-là qui est quand même le dernier récit de nos Turtles, de nos personnages qu'on chérit depuis notre enfance, qu'on aime depuis longtemps, qui sont si iconiques. Parce que le flash de mettre de l'avant un genre de Mikey qui a vieilli, et là on explique qu'avec les années, sa mutation a continué, donc il est rendu plus fort, il est rendu plus badass, que lui-même il s'est fait un parcours personnel pour maîtriser toutes les arts martiales, les armes de ses frères. Je trouve qu'il y a de quoi de super puissant là-dedans. On a la rencontre entre Batman et Mikey. Là. Mais artistiquement, visuellement, j'aurais voulu un style qui vienne appuyer l'épicness de la proposition qui est l'histoire de Last Ronin. Puis je ne l'ai pas eu et ça me déçoit. Et là, je ne parle pas des dessins faits dans le vieux style de l'équipe des Turtles de l'époque. Moi, j'ai trouvé que c'était parfait. Quand on faisait des flashbacks, on retournait à ce style-là. En même temps, les gens qui achètent la BD savent que c'est les deux créateurs qui sont derrière ça, qui présentent ces planches-là. J'ai pas de problème avec ça, même si c'est très chargé. Ça a plus ou moins bien vieilli. Mais l'art principal aurait dû être plus tight. Et c'est ma grande déception. Mais sinon, j'ai aimé ma run. J'aurais même pris un 6 numéro, en fait, pour que ça respire plus. Parce que la fin est très précipitée. Et tu parlais de la relation Casey Mary Jones et Mikey qui devient son sensei. Elle est établie dans le dernier volume, si c'est pas l'avant-dernier, mais ça a une petite partie dans toute l'histoire, tellement que on sent que c'est presque précipité. C'est mon gros beef avec la série, mais j'ai eu du fun. J'ai vraiment eu du fun. Vous pouvez enchérir. Ben, c'est ça, mais ça reste que, tu sais, de voir les créateurs revenir puis raconter comme une belle dernière histoire. Tu sais, je suis sûr qu'il y a d'autres Turtles, il y a d'autres versions de Turtles qui ont comme peut-être des versions de Future Dark, mais à ma connaissance, puis je me suis tout de même renseigné et recherché les différents canons, il n'y avait pas vraiment comme de grosses The Last Turtle Story. Puis ça, je trouve ça cool que ça existe, cependant. Ouais.
Il y a un truc que je me demande si ça aurait été intéressant ou non. C'est quand il faisait la promotion du livre, avant que le numéro 1 sorte, on savait le pitch, on savait que c'était un des 4 qui avait survécu, les 3 autres étaient morts, mais on savait pas c'était lequel. Ouais, on savait juste qu'il y avait un bandana noir. Exact. Puis qu'il y avait toutes les armes de ses frères sur lui, donc ça peut être n'importe lequel. Puis quelqu'un m'avait demandé, d'après toi, c'est lequel, tu sais? Puis par instinct, moi j'avais répondu Michelangelo, mais j'étais comme, qu'est-ce qui sera encore plus hot? C'est qu'on le sache jamais. Que ça fasse même pas d'importance. Tu sais, c'est lequel qui survit. Puis ça aurait créé quelque chose qui est encore plus triste. C'est que dans le sens que tu perds ta personnalité avec ce deuil-là. C'est les autres aussi, c'est ta relation avec les autres qui finissent par te définir toi-même. Puis sans la famille, sans tes frères, t'es juste une machine qui sert à tuer. Puis il y avait quelque chose là-dedans. Je me demande, vous autres, pensez-vous que ça aurait été une bonne idée de jamais dire c'est lequel des 4 qui a survécu? C'est une bonne idée. Par contre, on n'aurait jamais appris comment les autres ont péri. Puis je pense que ça fait partie de la charge émotive de la BD. Pas la mort des autres Turtles, mais quand il y a la réunion April-Mikey. Moi, j'ai trouvé ça touchant pour vrai. Il y a une petite victoire dans cette scène-là où Mikey et April se retrouvent et on ne l'aurait pas eu ne sachant pas l'identité du dernier des frères. Je trouve que, justement, comme tu dis, Ben, les affaires de April sont très forts, je trouve, dans le comics. Sont vraiment comme bien écrits. Tout ça, c'est vraiment bon. Je trouve que ce que toi, Jake, tu suggères, je trouve que c'est le What If 22 pages. C'est la version What If 22 pages de tout ça, là-dedans, que tu le saches jamais. C'est correct. C'est cool et intriguant. Dans une série une mini-série où sont 38 pages, sont plus comme je comprends que là tu veux avoir cette information là, mais je trouve que oui, si ça avait été juste un one shot, ça aurait été vraiment cool de raconter l'histoire de cette façon là. Non, je trouve que ça a bien fonctionné. Sinon, je trouve que encore là, avec l'art, un enfant que j'ai bien apprécié, par exemple, c'est que je trouve que aussi, pendant un certain moment, tu pourrais plugger ce comic-là dans le canon de IDW avant que des nouveaux personnages arrivent, tout ça. Puis ça, je trouve que c'est un peu méta dans cette façon-là que tu peux le plugger comme la fin des Turtles pour bien des continuités. D'une façon aussi que Dark Knight Returns fonctionne, que ça peut être la fin de plein de différents Batman. Puis aussi, tu sais, le fait que les Turtles sont comme nés d'une parodie de Daredevil de Frank Miller, le fait de hommager une autre création de Frank Miller, il y a quelque chose qui se communique, qui fonctionne bien. Ça faisait partie de mes notes parce que j'apprécie la référence, j'apprécie l'hommage, mais par moment, là, c'est gros. Là, je veux dire, évidemment, c'est pas du plagiat parce qu'on n'est pas du tout à la même place, mais je veux dire, le monologue interne est le même. Puis là, à la fin, tu sais, la Mary Casey... Casey Mary Jones. Casey Mary Jones, qui l'appelle boss, puis même juste les proportions, t'as ce gros dude-là avec elle, puis son petit loup noir autour des yeux. Ça fait très, très, très Dark Knight Returns. En même temps, comme tu dis, Yannick, c'est parti de Daredevil. Pourquoi pas finir ça avec la plus grande œuvre de Frank Miller? Mais, tu sais, c'était comme... Puis là, ça va peut-être sembler méchant, là, ce que je veux dire, mais c'est comme, on dirait qu'il aurait aimé ça être aussi bon. Mais souvent, le dialogue interne, pour moi, il était plus comme froid plutôt que pognant. Là. Mais j'ai quand même apprécié qu'il y avait il y avait un échange, puis comme tu dis, ça fait comme un loop avec Frank Miller. Fait que, ça fait du sens. Il y a une autre grosse influence aussi que je ne m'attendais pas du tout, qui est celle de James Cameron.
James Cameron est très présent dans cette BD-là. Ah ouais? Dans quel aspect? Ben, aller chercher une moto de au début, il y a ça, là. Il y a volé des motos de début juste pour commencer, là. Ouais. Mais oui, je suis d'accord. Ben, Jake, je sais pas si c'est là que tu t'en as, mais Casey Mary Jones, c'est une protagoniste très Cameronesque. Ben oui, exact. Puis tu sais, il y a un lien entre, surtout Terminator 2, là, mais tu sais, avec même le saut de métal liquide à la fin, je veux dire, tous les Justice Warriors qui se battent dans la rue, c'est vraiment les soldats du futur de Terminator 2, le futur dystopique. Il y a comme une couple d'affaires, tu sais, qui me faisait constamment penser le Turtle Buggy aussi, je pense, ça se peut-tu? Exact, tu sais, les gros tanks qui tirent dans la rue. Puis c'est pas une mauvaise chose, là. Je trouve ça cool, en fait. Mais tu sais, comme autant qu'il y a, c'est une petite influence aussi Blade Runner, avec les chars qui volent dans la ville. Mais c'est ça, l'espèce d'occupation par un gouvernement tyrannique qui quasiment pu être Skynet, là, tu sais. Puis, je sais pas, tu sais, ça, je l'ai vu une couple de fois, puis j'étais comme, ah, c'est nice, c'est une belle influence, c'est une belle inspiration. Mais, oui. Ben, j'allais dire, moi, habituellement, puis j'en ai souvent parlé à l'émission, la narration inutile, puis les réflexions intérieures inutiles ou copieuses, je suis vraiment pas fan. Parce qu'à un moment donné, quand tu lis puis tu fais juste avoir un gros pain, puis tu oublies ce que tu viens de lire parce que tu veux juste passer au travers, là, pour moi, ça, c'est l'indication que c'est pas bien écrit ou que c'est pas fait pour moi. Je l'ai pas eu tant pour The Last Ronin. C'est l'exemple, pour faire un lien encore avec Daredevil, où là, j'étais plus capable, c'est le Daredevil de Kevin Smith. Où à un moment donné, j'étais comme, OK, d'où là? J'ai compris, t'es capable d'écrire. T'sais. Là, j'étais tanné. T'sais. Mais il y a comme une sweet spot dans mes personnages comme Daredevil, comme Batman, où je veux qu'il y ait une certaine narration, puis je veux que ça vienne appuyer ou rajouter ce qui se passe visuellement. Et je l'ai eu surtout dans la séquence d'ouverture où Mikey finit par s'infiltrer dans le New York du futur. Après, là, ça s'est peut-être un peu gâté, mais comment il décrit sa façon de penser, comment il veut passer d'une étape à l'autre, comment il finit par s'infiltrer dans la grande tour du petit-fils de Shredder, ça, j'en avais besoin. Surtout pour me situer. Mais ça m'a pas gossé tant que ça. Pour moi, c'est pas la faiblesse de la bande dessinée, ça reste l'art. Je donnais un exemple super concret, mais on rencontre Mary Casey Jones dans les premières pages, puis elle porte un espèce de chapeau de steampunk. Ouais. Fait que plus tard, dans la BD, quand elle n'est jamais représentée de la même manière, je n'ai pas reconnu le personnage. De la même façon que quand à la fin, elle est déguisée comme un genre de sidekick de Mikey, je savais pas que c'était elle. T'sais. Il y a tellement d'inconsistances visuelles dans la bande dessinée que ça en vient comme choquant parce que tu te dis, c'est supposé être la BD finale au moins d'une timeline des Turtles. Peut-on la traiter avec le respect qu'elle mérite? T'sais? Quand il y a des inconsistances accumulées comme ça, une ou deux, ça va, mais tout au long de ta lecture, ça fait Colin, ils se sont-tu consultés? Y a-tu quelqu'un qui avait une job d'éditeur sur ce projet-là? Puis c'est là où ça devient fâchant. T'sais. Mais pas assez pour que je s'amuse dans la lecture. Il y a un gag sur sa coupe de cheveux qu'on dirait qu'il n'est pas dessiné. Je n'ai pas compris. Tout le monde dit « Ah, elle s'est coupé les cheveux, mais elle avait déjà les cheveux courts. » Puis là, après ça, elle a les cheveux courts, puis Mike, il dit « Tu devrais te couper les cheveux. » Puis là, elle a les mêmes cheveux. Puis, oui. C'est comme si le dessinateur n'avait pas catché le gag, puis il était comme en tout cas, on l'a dessiné avec les cheveux courts, là, I guess. » Mais en tout cas, ça c'était weird. Il y a beaucoup de choses comme ça. Quand ils finissent par mêler un autre vilain des Turtles dans l'équation, puis qui veut aller le robot, là, comment il s'appelle? Fugitoid, puis Baxter Stockman qui est dans le mix. Écoute, aussi. La séquence où la factory, l'usine explose, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des Turtles, il y a des alliés des Turtles, ça va, ok, je comprends. Il y a le Foot Clan qui est là. Il y a aussi des agents de ce méchant-là. Là, à la fin, là, je savais plus qui était qui puis pourquoi, qu'est-ce qui se passait. J'avais aucune idée qu'est-ce qui se passait. Ça, c'est une autre de mes notes, c'est que je trouve qu'à un moment donné, on s'éloigne un petit peu trop du emotional core. Quand on commence à expliquer trop la mission, puis qu'est-ce qu'on va faire, puis t'es comme, on s'en calisse de ça. Là. Genre, par où tu vas rentrer, puis partir. Tant mieux si pour vous, ça fait du sens, là, mais nous autres, ça nous intéresse pas là, de savoir que
faut faire ça pour ensuite rentrer là, pour après ça infiltrer telle place, puis pour faire une diversion pour l'autre. C'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le core émotif. Puis tu sais, c'est un angle que moi, il m'a beaucoup surpris. Puis je sais que Kevin Eastman a perdu son ex-femme il y a une couple d'années. Puis tu sais, ça m'a rentré dedans parce que je pense que tout le monde a une expérience avec le deuil très différente. Pour moi, mes chums que j'ai perdus, je veux pas qu'ils arrêtent de me parler. Je veux pas qu'ils disparaissent dans ma mémoire. T'sais. Mais je peux comprendre, puis c'est ça qui est illustré dans Last Ronin, c'est que pour lui, c'est une plaie, puis c'est comme un curse qui le suit. T'sais. Il y a honte. C'est ses frères qui le narguent, puis il veut juste qu'il ferme le gueule. Il veut avoir la paix. Puis ça m'a vraiment surpris. Moi, je me sens zéro comme ça. Mais je peux comprendre que quelqu'un, peut-être que ça lui fait plus de mal que de bien de sentir ces fantômes-là qui te parlent. Là, Mikey est PTSD dans la série. Il y a l'espèce de deuil ou la honte d'avoir survécu. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont là. Mais je me prends une note, Jake. Si je meurs avant toi, je vais venir tenter et te gosser pendant que tu dessines. Je te le promets. Moi, je vais aimer ça. C'est ça. Ah ouais? Ah, si cette ligne-là, t'as fait de même. OK. Mais ouais, somme toute. Et je pensais tantôt, on parlait de jeux vidéo et compagnie. Il y a eu jadis une rumeur comme quoi, puis ça s'est jamais concrétisé, que Rocksteady, le créateur de Arkham Knight, la série Arkham Knight, allait faire un jeu des Turtles. Finalement, c'est une rumeur internet, donc basée sur absolument rien. Mais je verrais très bien Rocksteady faire un genre de jeu de Last Ronin dans un New York militarisé un peu à la manière qu'on a vu dans la bande dessinée. Ça serait très bien au jeu avec parfait. Des stealth missions, puis du combat contre des robots. Je sais pas, moi je trouve que le beat'em up est vraiment la forme supérieure pour les ninjas. Et surtout parce qu'il était réalisé de main de maître par des artistes de pixel art bien de chez nous dans un affaire qui est fucking cool, puis j'y pense beaucoup, c'est au setting d'un fight. Comment que c'est important, là. Puis je trouve ça tellement cool que le dernier fight là, contre le descendant de Shredder start au top de la tour, puis finisse dans les égouts. Dans les rues. Tu vois chaque level, puis c'est comme une descente lente vers les enfers. Puis ça, j'étais comme, Chris, que c'est une bonne idée, ça. Ouais. Pour un dernier fight, là, on est... En comic book, on est souvent habitué à genre le temple en feu, ou genre l'enfer. On est sur une planète qui ressemble à l'enfer. Mais là, je pense à Star Wars, mettons. Mais là, d'avoir cette progression-là, puis l'environnement qui change constamment, puis de se ramasser à la place de naissance des Turtles, j'ai trouvé ça brillant. Je sais pas si... j'ai juste une dernière affaire à dire. Oui. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un fan film sur YouTube de Last Ronin qui est peut-être 1 minute et demie, qui est pour moi incroyable, qui ont même réutilisé la musique du premier film quand ils méditent puis qu'ils hallucinent Splinter. Fait dans Unreal 5, je pense. Ça se peut-tu? Il me semble que oui. Je sais pas, mais la réalisation est super cool. Puis pour vrai, si vous doutez du ton de l'histoire, allez voir le short. Là, c'est juste Last Ronin fan film. Puis ça va vous donner le ton. Là, c'est très, très dark. Excellent. Un dernier truc à rajouter, Yannick? Où on a fait full circle avec le beat'em up du début. Écoute, regarde, moi j'ai bien aimé ça, puis je trouve que c'est une affaire que j'ai vue dans des réactions sur Internet, parce que je suis ça avec la de notre jeu, puis il y a beaucoup de monde qui sont comme hey, je suis dans un mood de Turtles, j'ai joué à Shredder's Revenge, je suis dans un mood de Turtles, puis je vois beaucoup de gens aller vers les comics de IDW ou Last Ronin. Puis ça, je trouve que c'est un beau spot à aller si tu veux plus de Turtles dans ta vie. Last Ronin est plus, dans le fond, contenu en soi. Tu as une histoire complète, puis tu amènes ton bagage de connaissance des Turtles, ça marche très bien avec ça. Fait que je trouve que c'est le fun de cette façon-là, fait que je le recommande. Mais je dirais aussi d'aller checker les comics d'IDW qui sont vraiment, vraiment fucking bons. Il y a des grosses éditions, hein? C'est des grosses éditions, puis justement, qui sont toutes... en fait, dans les 10 premières années, sont écrits par Tom Waltz, qui est comme le co-auteur de Last Ronin. Alors, c'est tout du bon stock. Je pensais que c'était le dessinateur. Je l'ai mal mentionné tantôt, dessinateur, mais non, t'as raison.
Il y a un fan des Mystérieux qui m'avait offert genre les 12 premiers trades. Là. Quoi? J'ai tout lu ça. Ouais, je n'ai déjà parlé aux Mystérieux parce que tu t'en rappelles plus. Là, mais j'avais justement, un peu comme Yannick, j'avais tout lu ça en genre une semaine puis j'avais tripé ma vie. Là. C'est vraiment cool. Excellent. Ben, écoutez, on va bientôt partir notre podcast Anyway Terre Turtles chez Isidore, donc sur les plateformes de balado bientôt. Yannick, ton podcast ou tes podcasts, parce que tu fais plein d'affaires, qu'en est-il? Qu'en est-il? Ben regarde, cette semaine, si vous êtes dans la région de Québec, à Comédia, on va faire un show live à Comédia avec l'humoriste Karen Arsenault devant public au Comédia Club à Sainte-Foy. Alors venez faire votre tour, ça va être vraiment le fun. C'est dans nos derniers shows live. Pour Trois-Bières. Pour Trois-Bières, oui. Puis notre dernier va être annoncé très bientôt. Fait que venez nous voir. Sinon, il y a un épisode de Trois-Bières justement à chaque vendredi. Et aussi, je fais les voyeurs de vue où je parle de cinéma et de vue devant l'Internet. Et ça, c'est aux 2 semaines, 3 semaines, dépendant des films qui sortent. Et j'ai bien du fun à faire ça avec différents invités. Alors, venez écouter ça au voyeurdevue.com. Le dernier épisode est sur Nope de Jordan Peele, que j'ai bien apprécié. Alors, allez écouter ça. Excellent. Merci d'avoir été avec nous. Puis merci à vous autres à la maison. On va essayer de régler les problèmes techniques pour la semaine prochaine. Puis sinon, faites attention à vous autres. Yes. Et keep on mutating, comme ils disent dans les cartoons. Cowabunga! Cowabunga, dude. Bye.